Bonjour et bienvenue sur le podcast Perspective. Aujourd'hui, on va se demander, faut-il encore faire de la publicité payante en 2026? Alors spoiler, oui, mais pas pour tout le monde et pas n'importe comment. Et justement dans cet épisode, on va voir comment décider rationnellement si vous devriez faire de la pub votre canal d'acquisition en 2026 ou si c'est juste un piège à cash dans votre cas. Notre méthode pour calculer comment bien optimiser la rentabilité des campagnes et combien investir pour vos objectifs. Ou encore, comment intégrer la publicité dans une stratégie globale d'acquisition avec ce qu'on appelle l'équation de la conversion. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Jean-Charles Kurdali. Salut JC. Salut, c'est un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé. Et donc aujourd'hui, pour ta part, tu nous partageras ton analyse d'un restaurant à Budapest qui fait plusieurs millions d'euros de CA avec un seul produit à sa carte. Alors pourquoi tu as fait ce choix? Écoute, ça fait plusieurs années que j'habite à Budapest et il y a ce resto qui m'a attiré l'attention. J'expliquerai pourquoi. Ils ont un truc assez spécial pour attirer l'attention des gens dans la rue. Et j'ai fini par y rentrer du coup par rapport à ce trigger qu'ils ont mis en place. Et depuis, je me suis intéressé, voilà, comme j'aime beaucoup, je viens aussi du milieu de la restauration à travers ma startup de food delivery. En fait, comment eux, pourquoi eux, ils arrivent à cartonner là où il y a plein de restos qui ouvrent et qui ferment tous les 3-6 mois. Et du coup, je me suis intéressé parce qu'il y a des vrais enjeux business et des principes qui sont très universels qu'on peut appliquer aussi bien dans le monde physique que online. Donc, j'ai plein de choses à dire. Ça va être, je pense, j'espère en tout cas, hyper intéressant. Ouais, on va apprendre comment on peut s'inspirer de ce restaurant physique pour tout type de marketing. Ok, trop bien. Et à la fin de l'épisode, donc on vous partagera aussi nos lectures du moment et nos recommandations. Vous allez voir, j'en ai une assez intéressante. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première partie sur la publicité. Donc, pour remettre un peu de contexte, 2021, j'ai 16 ans et je lance mes premières pubs. À ce moment-là, je dirais que l'âge d'or de la publicité était déjà un petit peu passé, mais j'arrive à obtenir un retour sur investissement de x4 à x5 en fonction des semaines. Ça veut dire qu'à 16 ans, je pouvais investir 100 euros en publicité et obtenir 500 euros en vente de formation en ligne. Mon tunnel de vente, c'est-à-dire le processus d'achat, était extrêmement simple. C'était une publicité, quelques vidéos qui permettaient de persuader la personne d'acheter, et une formation, 300 euros, des vidéos préenregistrées. Mon levier numéro 1 pour faire mon premier million, ça a été à 70% la publicité payante. Et donc, dans ma tête, la pub, en fait, c'était un levier super facile, c'était la manière ultime pour s'enrichir aujourd'hui. Et puis, fast forward quelques années plus tard, 2024, 2025, 2026, je relance quasiment les mêmes campagnes de pub. Je me suis dit, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et ça marche pas. Ça marche plus. Même méthode, même discipline, même méthode d'itération pour améliorer la rentabilité. Rien à faire. J'arrive peut-être à être rentable 2 semaines, 1 mois. Et puis immédiatement, la rentabilité baisse et je suis plus rentable. Et le plus inquiétant, c'est que je suis pas le seul. C'est-à-dire que, vous l'avez peut-être vu pour vous et pour les gens autour de vous, la rentabilité de tous les clients qu'on accompagnait baissait également. Et donc, on s'est posé la question pour cet épisode, est-ce que faire de la pub en 2026, ça vaut encore le coup ou c'est mort? Et donc, pour répondre à la question, je vais me baser sur mon expérience perso, notre expérience avec JC, et également l'expérience de tous les clients qu'on accompagne au quotidien, parce qu'on a pu suggérer la publicité comme système d'acquisition pour pas mal de business. Et de manière plus globale, en dehors de mon cas isolé, en 5 ans, les chiffres sont tombés, et on assiste à des coûts qui font x2 à x3 en fonction des plateformes. Le coût par clic sur Facebook a monté de 60 centimes en moyenne à 1,67€, ça fait une évolution de fois 2,9. Ça vient de sources comme Wordstream, Business of Apps, Statista, qui sont des grosses agences de pub, donc qui ont des gros budgets sur un portfolio business assez varié. Le coût par 1000 vues a explosé de fois 3,3 et sur Google Search, on est à fois 2,2. Donc globalement, on assiste à une explosion des coûts publicitaires. Et derrière, là, on parle simplement des coûts par clic ou par 1000, donc c'est vraiment ce que Facebook nous facture pour diffuser notre pub. Mais on peut aussi parler de la difficulté croissante à convertir derrière en clients. Et ça, on le verra pourquoi. Plus de compétition, des promesses toujours plus folles, moins de confiance, moins de crédibilité. C'est plus dur, globalement, d'avoir un retour sur investissement avec la pub. Donc, le marché est plus sophistiqué, plus concurrentiel, les gens se sentent saturés par la pub, les coûts montent, mais pourtant, tout le monde continue à faire de la pub. Alors, pourquoi? En fait, il faut remonter d'un niveau pour comprendre la réponse à cette question. En comprenant que dans tout business, il y a 3 grandes parties
auquel il faut absolument répondre avec une solution pour avoir un business qui tourne. Ces 3 parties de business, c'est l'acquisition, comment est-ce qu'on a des clients qui découvrent notre offre, la fidélisation, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces clients nous fassent confiance, ils nous trouvent crédibles, on développe une relation quasiment personnelle avec eux, et ensuite la vente, avoir des bonnes offres et avoir des bons mécanismes ensuite pour le delivery. Délivrer, c'est pour être la 4e étape derrière. Globalement, pour vendre, il faut avoir acquisition, fidélisation, vente. Et en réalité, l'acquisition, c'est peut-être la phase d'un business qui est la plus dure. Parce qu'il faut parler à les gens et on ne sait pas exactement où leur parler. Alors en termes d'acquisition, on a plusieurs endroits où on peut le faire. Il y a par exemple YouTube, les réseaux sociaux en général. Donc on a un potentiel d'acquisition, un potentiel de fidélisation également dessus. Cependant, c'est très compliqué d'utiliser l'algorithme ou la recherche Google, la recherche YouTube à son avantage. Ça prend plus de temps, ça demande plus d'efforts et c'est vraiment un investissement sur le long terme. C'est moins scalable aussi, c'est-à-dire que on peut pas dire du jour au lendemain, tiens, j'aimerais doubler mon chiffre d'affaires, donc je vais doubler mon trafic YouTube. C'est pas nous qui décidons. L'audience ne nous appartient pas. Et donc, on peut pas facilement augmenter notre budget pub et notre revenu en fonction de nos envies, quoi. Donc, on a une scalabilité assez faible. Le SEO, à mon avis, ça tend à mourir, même si maintenant on peut optimiser pour les IA. Mais globalement, c'est pareil, c'est quelque chose sur le long terme qui se fait. Tout ce qui est podcast, newsletter, peut-être sur Substack, ça change un peu la donne, mais on n'a pas de mécanisme de discoverabilité intégré. Donc, c'est pas vraiment un médium d'acquisition, c'est un médium de fidélisation. Donc, finalement, si on veut démarrer rapidement, faire beaucoup de chiffre d'affaires et créer un système qui nous permet de scaler, on se retrouve avec une seule solution qui est la publicité payante. On a beaucoup d'acquisition, beaucoup de scalabilité. En revanche, aucune fidélisation. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus longtemps sur ce dernier point, qui est le fait que justement, il n'y ait pas de fidélisation intégrée. En effet, une pub, c'est simplement 30 secondes sur le réseau social d'une personne. Donc vous vous doutez bien que c'est pas ici qu'on va montrer à la personne qu'on est crédible et que la personne peut nous faire confiance. Et donc derrière, en fait, une publicité, il va falloir créer tout un écosystème de fidélisation et de persuasion, peu importe ce qui soit. Ça peut être, par exemple, faire des vidéos YouTube, faire une masse de contenu, une newsletter, un podcast, pour que la personne puisse rentrer dans notre univers et petit à petit nous faire confiance. Ou ça peut aussi être des tunnels de vente spécialisés, très fournis, de plus en plus fournis, j'aurais tendance à dire, avec le temps, avec un appel, avec un closer, avec des vidéos que la personne peut regarder, un défi en 7 jours avec toute une communauté pour qu'on puisse directement faire confiance plus rapidement. Et donc, la place de la pub dans un système, c'est quelque chose à réfléchir, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça complexifie un petit peu la structure business qu'il faut créer autour, parce que justement, la fidélisation n'est pas intégrée, comme sur YouTube, où une personne qui clique sur un lien sous une vidéo YouTube, on peut considérer qu'à la limite, elle est déjà fan et fidèle, et elle est prête à passer peut-être à l'étape supérieure. Donc seul, c'est un peu fragile, mais avec contenu ou tunnel de vente optimisé, ça peut vraiment être un levier puissant. Ceci étant dit, vous vous demandez peut-être, ok, mais comment ça marche concrètement la pub? Combien investir par jour, par semaine? Comment structurer une campagne? Comment penser l'économie de ma boîte? Le cash flow, les offres que je peux vendre en pub? Et justement, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet de l'économie de la pub. Le principe de base de la pub, ou la métrique de base qu'on suit en pub, c'est le ROAS. C'est un sorte de ROI, retour sur investissement, et en anglais ça se dit Return on Ad Spend. Ça veut dire, pour 1 euro dépensé en pub, combien je récupère en vente de formation derrière. Et tu fais le rapport entre les deux. Si par exemple, pour 1 euro en pub, tu gagnes 5 euros en vente de formation, tu fais un x5. Après, tu peux avoir ton ROAS brut ou ton ROAS net, après TVA, taxes et fournissement de ton service, quoi, pour savoir exactement quel est ton retour sur investissement. Et il y a un truc vraiment important à comprendre en pub, c'est que c'est la seule métrique qui nous intéresse. Peu importe combien on dépense, peu importe combien on gagne, il faut que ce soit le rapport entre l'un et l'autre qui guide toutes nos décisions et qui nous permet d'optimiser ce qu'on fait. Beaucoup de gens, en fait, quand on commence à les coacher, ils veulent vendre un produit et ils se disent, mais à combien je devrais pricer mon produit? Quel est le prix que je devrais mettre? Putain, j'ai l'impression que je délivre une valeur vraiment importante. Je délivre 1000, 2000 euros. Une valeur de 2000 euros. Et moi, je dis aux gens, mais c'est pas comme ça que tu devrais réfléchir. C'est pas en te disant, mais combien mon produit vaut? Ton seul et unique objectif, si tu vends en tout cas par la pub, c'est que ton ROAS soit le plus important. Parce que si tu t'intéresses, c'est pas le chiffre d'affaires que tu fais, mais c'est la marge
qui te reste à la fin du mois, évidemment. Et donc, plus ton ROAS est élevé, plus tu pourras augmenter tes budgets, plus tu pourras scaler, plus tu pourras faire d'argent. Et donc, c'est la seule chose à laquelle il faut réfléchir. Si tu es plus rentable en vendant ton produit à 20 euros au lieu de 1000 euros, il faut que tu vendes ton produit à 20 euros. Évidemment, j'exagère, je tire les traits, mais vous comprenez bien que c'est le retour sur investissement qu'il faut avoir en tête. Et donc, la logique d'un tunnel de vente va être complètement contre-intuitive parfois. On commence par exemple à vendre un truc hyper fourni à seulement 7 euros pour que la personne mette la carte bleue, pour qu'ensuite on puisse augmenter son panier moyen, pour lui faire un upsell, pour lui faire une séquence mail, pour qu'elle ait une LTV plus élevée et qu'on ait un ROAS sur un temps. Peut-être qu'on perd de l'argent le premier jour, mais en fait on en gagne sur une échelle d'un mois. Et en fait on peut commencer à réfléchir de manière de plus en plus astucieuse et avoir une plus grande rentabilité quand on accepte d'utiliser ce référentiel comme unique métrique de la performance quasiment. Et donc justement, quand on se demande combien on veut investir par mois, et ben en fait, il faut partir de l'objectif final. Donc, il faut commencer à se demander combien je veux gagner chaque mois. Mettons que je dise, ok, je veux gagner 10 000 euros. Ok. Dans ce cas, combien de ventes sont nécessaires pour que je puisse gagner 10 000 euros? Ben, peut-être, donc mon produit coûte 1 000 euros. Donc, peut-être 10 ventes. 10 ventes pour faire mes 10 000 euros par mois. Ou plutôt 20 ventes, 20 000 pour avoir 10 000 euros de marge. Mais disons 10 ventes pour que ce soit plus simple. Donc, quel est le taux de conversion à chaque étape? Sur les gens qui regardent ma pub, combien de gens cliquent, puis ensuite combien de gens mettent leur email, puis combien de gens prennent l'appel avec moi, puis combien de gens close. Finalement, ça me donne des chiffres en fait pour chaque étape. Je sais que je suis à peu près à 1 euro par email, 5 euros par appel réservé, 10 euros par personne présente à l'appel. J'en close 10%, les gens que j'ai au téléphone, donc je suis à après 100 euros par vente. Ok, bon bah 100 euros pour avoir une vente, il me faut 10 ventes dans le mois, donc il faut que je mette 1 000 euros par mois en publicité pour avoir mon objectif qui est atteint. Et c'est comme ça que vous devriez calculer l'investissement que vous devriez mettre en pub. C'est pas en vous disant je commence à 10 euros par jour, etc. C'est en ayant un objectif clair et en comprenant la logique de rentabilité d'une pub. Prenons un tableau chiffré qui s'affichera à l'écran. Si je veux remplir par exemple une cohorte de 12 personnes en 4 semaines à mon programme, quand je lance mes pubs, en fait, au bout d'une semaine, j'ai des chiffres qui me reviennent. Donc je sais combien j'ai eu de personnes qui ont pris un appel, je sais combien j'ai payé, et donc je peux faire le rapport. C'est comme ça que ces chiffres, on les obtient. Par exemple, mettons que du coup, j'ai 1 euro, entre 1 et 3 euros par email obtenu, 20 à 40 euros par booking d'appel, un closing rate à 20 ou 25 ou 30%, et donc un coût par vente à 100, 150 euros. Et donc ça voudrait dire que sur 4 semaines, il faudrait mettre 360 euros par semaine en pub, ou 50 euros par jour. Ces chiffres, ils sont très optimistes. Vous allez voir si vous faites de la pub qu'en 2026, on serait plutôt à 200, 400 euros par vente sur un programme un peu plus à étiquette vers les 1000 euros. Voilà la logique, disons, de la rentabilité de la pub qu'on essaye d'optimiser. Maintenant, si vous faites de la pub, il faut considérer que l'ensemble de votre vie et de votre focus, ça va devenir de l'optimisation itérative. Et ça peut être fun pour certaines personnes et pas fun pour d'autres personnes, et ça va être une grande indication que vous devrez prendre en compte pour savoir si la pub c'est fait pour vous ou pas. Parce qu'il y a des gens qu'on a coachés qui ont été très faits pour la pub et qui adorent, et aujourd'hui c'est leur canal d'acquisition principal, et d'autres gens pour qui ça n'a jamais fonctionné, parce qu'il faut avoir un esprit analytique. Quand vous faites de la pub, votre activité principale, c'est remplir un tableau Excel avec les données de la semaine. Chaque semaine, vous réouvrez votre dashboard de publicité et vous notez tous les résultats que vous avez pu avoir. Combien d'emails, combien de coûts, combien de clics, combien de ventes, combien d'appels, combien de closing. Et grâce à ça, vous pouvez avoir coût par action et vous pouvez avoir le pourcentage d'une étape sur l'autre. Une fois que vous avez ce tableau de KPI, toute votre vie, ça devient regarder ce tableau et essayer d'optimiser le maillon faible. Donc vous regardez et vous voyez où est-ce que c'est bas, où est-ce que le taux est bas. Par exemple, j'ai pour 1 euro des gens qui cliquent sur mon lien, qui voient ma page, mais seulement pour 10 euros un email. J'ai que 10% des gens qui arrivent sur ma page qui mettent leur email. C'est très faible. On devrait plutôt être à 20, 30, 40%. Et du coup, cette semaine-là, je prends une action qui est d'optimiser cette page de capture pour que, effectivement, les gens aient plus de facilité à mettre leur mail. Et je fais un test, je fais une hypothèse, et je vois si ça marche. La semaine d'après, est-ce que mon taux d'opt-in a augmenté de 10%, il est peut-être passé à 30%. C'est génial, j'ai amélioré le maillon faible. Peut-être qu'on va voir que cette semaine-là, du coup, par contre, le maillon faible, ça va être le taux de closing. Mes closers au téléphone, ils font acheter à seulement 20% des gens. Du coup, je vais travailler avec les closers pour améliorer leur taux de closing. Et par optimisation itérative,
petit à petit, toutes les étapes vont devenir de plus en plus optimisées. Et donc, ma rentabilité va s'améliorer. Et donc, mon business va devenir de plus en plus performant. Et c'est simplement ça, la publicité. C'est monitorer de manière très précise, voir les maillons faibles, faire des hypothèses, tester ces hypothèses, les mettre en place. Si ça marche, continuer et itérer encore dessus. Si ça marche pas, rechanger. Mais le problème, c'est que même avec un bon process de tracking, parce que c'est déjà en fait 80% du chemin, la plupart des gens qui font une campagne de pub, ils lancent simplement une campagne de pub sur le Business Manager, et derrière ils espèrent avoir des ventes. Ils espèrent que leur tunnel va convertir, qu'ils vont faire des ventes de formation, ils ont aucune idée comment manager. Ce que je viens de vous dire là, c'est déjà 90% de tous les conseils qu'on donne à tous nos clients. C'est vraiment l'essentiel qu'il faut surveiller. Cependant, aujourd'hui, même en faisant ça, il y a un problème plus profond qui est inhérent à la pub. C'est que avant, c'était mieux avant, mais là en l'occurrence c'est vrai, il y avait moins de concurrence, évidemment, et l'audience était moins éduquée au tunnel, et donc beaucoup plus facile en termes de confiance à obtenir de la part des prospects qui voyaient votre publicité sur Facebook. Cependant, ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de saturation. Les gens reconnaissent les patterns dans les pubs sont de moins en moins performantes parce que les gens cliquent moins. On voit que le coût par mille a augmenté effectivement, mais le coût par clic ou le taux de clic sur les pubs a aussi vachement augmenté. Les pubs se sont améliorées évidemment. Méfiance généralisée envers les pubs et plus dur de créer de la confiance via le trafic froid. Et pour comprendre en quoi c'est négatif, il faut que je vous montre la chose qu'on va appeler l'équation de la conversion qui s'affiche sur l'écran. Donc, pour réussir à convertir, il faut que chaque variable de cette équation soit la plus haute possible. Si on a une seule qui est à 0, comme c'est des multiplications, tout s'effondre. Malheur. Donc, premier facteur qui fait que vous allez pouvoir convertir grâce à la pub, c'est que vous adressez à un problème qui est dur, donc douloureux, urgent et reconnu, selon Stan Leloup, c'est son acronyme, et que vous ayez une bonne offre pour répondre à ce problème. Donc ça, c'est, disons, un autre secteur que la pub, c'est la création d'offres, dont on pourra parler dans un autre podcast. On estime que vous avez déjà une bonne offre et que vous adressez un problème qui est reconnu. En tous les cas, je pense que JC, il vous le dira mille fois parce qu'il est beaucoup plus structuré que moi dans la manière d'entreprendre. Mais il faut jamais commencer la pub si vous avez déjà pas fait au moins 10 appels clients et que vous avez closé 10 fois votre offre au téléphone en appelant les gens un par un, quoi. La pub, c'est seulement une fois que vous avez un système et une offre, en tout cas, qui est déjà testé. Donc, globalement, on va considérer que cette partie-là de la parenthèse, vous l'avez déjà. Problème dur, bonne offre, qui répond bien à ce problème. Maintenant, l'autre partie de l'équation, c'est la confiance et la crédibilité. Parce qu'avant tout, c'est une relation de confiance, la vente. Vous donnez de l'argent parce que vous avez confiance que je peux résoudre votre problème grâce à mon offre. Et l'offre, elle aura beau être aussi bonne qu'on veut, si on n'arrive pas à créer une relation humaine avec la personne et à être crédible, qu'elle nous donne sa confiance, on n'arrivera jamais à closer. C'est pour ça que Hormozy est bien, mais à des limites dans son approche. Il faut aussi construire tout le reste. Et donc, ce que ça veut dire pour la pub, c'est qu'aujourd'hui, de mon impression et de la lecture du marché et de ce que moi je ressens, la confiance et la crédibilité sont de plus en plus compliquées à obtenir. Et plus la crédibilité est faible, plus la confiance est faible, plus on va devoir mettre un prix bas. Évidemment, quelqu'un n'aura pas beaucoup de mal à acheter un truc à 7 € pour découvrir, un produit à 1000 € parce qu'il ne fait pas encore confiance. Et plus la crédibilité est forte, plus on va pouvoir avoir un prix élevé. Et c'est pour ça que ce qui marchait à l'époque, donc les tunnels de vente extrêmement simples à faire, que je faisais moi, mais qui sont simplement mettez votre email pour voir une vidéo de vente d'1 heure, vente, ça marche plus vraiment. Parce que les gens achètent plus après nous avoir vu 1 heure sur Internet. Les gens achètent parce qu'ils nous ont vus pendant 2 mois dans leur newsletter et dans leur YouTube. Ou les gens achètent parce que on a créé un tunnel qui comprend du nurturing, qui comprend de la fidélisation intégrée. Donc, par exemple, les tunnels qui ont tendance à marcher aujourd'hui, c'est des tunnels qui vous font aller, par exemple, dans un challenge. Donc, on voit beaucoup ça aux États-Unis, ça arrive vachement en France. La semaine du yoga, la semaine de l'alignement. 1 mois de pub, vous arrivez, 1 semaine de live, tous les jours, le matin, vous avez le live, et à la fin, dernier jour, vente. Pendant 7 jours, vous passez du temps en live avec la personne, et donc, la vente va être plus facile. Potentiellement aussi les tunnels où on vend des petits produits, pas chers, donc 7 €, 15 € avec un bump. Donc, c'est-à-dire que quand la personne valide son panier, elle a la possibilité de cliquer sur un bouton pour ajouter un autre produit. Par exemple, plus 20 €, donc déjà à 27 € au lieu de 7 €, peut-être pour le petit produit qu'on vendait initialement. Et une fois que la personne a mis sa carte et payé,
on lui propose, pendant la fenêtre de validation CB, d'augmenter le montant de son achat en prenant une formation complémentaire, ce qu'on appelle un upsell. Et puis si elle refuse l'upsell, un downsell potentiellement. Et donc on augmente notre panier moyen, qui passe du coup de 7 euros à peut-être 50 euros. Donc ça c'est d'autres astuces parce que la confiance est plus faible après une pub, quoi. Donc potentiellement on vend un produit très peu cher à 2 euros, 5 euros, ou juste les frais de port, ça fait pas mal aussi. Et puis ensuite on augmente la commande. Et derrière on estime que soit c'est un coût nul, soit on a une toute petite rentabilité sur ce tunnel. Mais l'objectif c'est simplement de remplir notre base mail, d'envoyer des super emails qui apportent énormément de valeur à la personne pendant 2 semaines, un mois. Et à la fin de ce mois, on relance une autre promo par email à la personne. Et on se rend compte que X% des gens achètent, et donc la lifetime value, ou la valeur à plus 60 jours, une fois qu'elle a cliqué sur la pub, est par exemple de 100 euros par personne, alors qu'à l'origine, on lui avait simplement vendu un produit à 7 euros. Et donc, il faut devenir, disons, meilleur et meilleur chaque jour si vous faites de la pub, pour faire des tunnels de plus en plus longs, de plus en plus perfectionnés, où il y a vraiment de la relation et de la confiance qui s'installe, où il faut prendre son mal en patience et attendre et voilà, avoir un tunnel où la rentabilité vient pas forcément immédiatement. Donc vous considérez la pub comme un truc qui doit être en perdant un tout petit peu d'argent ou en étant à coût de revient nul, quoi. Et que en fait ça va vous permettre de remplir votre base mail et que c'est grâce ensuite au lancement que vous faites dans votre base mail que vous allez faire du CA. Nous chez Perspective on est un peu dans cette mentalité là. On a une petite ligne de pub qui tourne tous les jours, pas beaucoup, peut-être 100-200 euros par jour. Et ensuite, du coup, on est à peu près en break-even sur ces campagnes-là. On a une ou deux ventes de programmes à 4 000 euros dessus par mois, donc ça rentabilise à peu près. Et du coup, ensuite, par contre, ça nous permet d'avoir peut-être, je sais pas, 2000 emails en plus par mois, ce qui nous permet de compenser les désinscriptions. Et à terme, on estime que la plupart des gens qui rentrent ici, ou quelques personnes qui rentrent ici, vont acheter le programme dans 6 mois, dans un an. Et ça, la pub, ça permet à des gens de nous découvrir. Et donc, a fortiori, c'est rentable, mais sur un temps plus long. Et si vous avez c'est une décision de cash flow, quoi. Mais si vous avez peu d'entrée d'argent et que vous comptez sur la pub pour commencer votre business, du coup, c'est pas une solution très adaptée. Nous, on a un buffer de trésorerie, donc on peut se permettre de perdre un peu d'argent pour être rentable au bout de 6 mois. Et peut-être que vous pourriez pas. Donc, c'est aussi des calculs à faire pour vous. Parlons maintenant d'un chapitre qui est tout aussi important que l'optimisation, disons, des variables et des coûts, avec le copywriting. Donc, quelle pub, en fait, fonctionne aujourd'hui en termes de créative, en termes de format de publicitaire lui-même. Donc, il y a un plan qui existe depuis la nuit des temps chez les copywriters, c'est AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Je vous fais un exemple. Voici mon second cerveau. Et là, vous avez un truc qui peuple à l'écran, une sorte de truc magique qui apparaît, un graphe. Ça, c'est attention. Attention grabber, c'est un hook. Et globalement, on dit que ça doit toujours être visuel. Donc, commencez toujours la publicité pour avoir un truc intriguant qui apparaît sur l'écran. Voilà. Donc, ça peut être une image, ça peut être un gif, ça peut être un mème, ça peut être... Il y a beaucoup de manières de capter l'attention sur les réseaux, mais pour que ce soit comme un truc qui qui interloque la personne et donc elle arrête de scroller. Intérêt. Donc ça, attention, c'est en 2 secondes, faut le faire. Et visuellement. Intérêt, c'est en 5 secondes. Pourquoi est-ce que je devrais écouter? Donc, voici mon second cerveau, accroche. Il centralise tout ce que j'ai jamais pensé, lu, vu ou entendu, et il me permet de créer du contenu sans effort. Intérêt. Ok, je sais pourquoi je devrais écouter, ça a l'air incroyable, et effectivement, ça répond à un truc dont j'ai besoin. Désir, c'est, disons, comment est-ce que je peux me projeter à l'avoir, comment ça peut améliorer ma vie. Avant, pour créer du contenu, je devais aller sur Google, faire des longues heures de recherche et créer un contenu qui sentait le réchauffer, ou utiliser l'IA aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je dois créer un contenu, j'ai simplement à ouvrir mon second cerveau, qui retrouve donc toutes les ressources que j'ai jamais lues, et simplement à choisir parmi une abondance d'idées que mon second cerveau me propose. Je passe de la création de la pauvreté à la création par l'abondance. Ici, vous voyez que j'ai créé le désir. Des gens qui créent du contenu tous les jours, ils se disent, mais effectivement, c'est ça dont j'ai besoin, je déteste ce processus, il a compris mon problème, je veux ça. Et appel à l'action, il faut que ce soit fait en moins de 30 secondes sur les pubs, mais aujourd'hui, je dirais même en moins de 20 secondes. Cliquez sur le lien pour en savoir plus grâce à une masterclass gratuite. Tout ce que vous dites après dans la pub, c'est simplement pour les sceptiques. S'il est encore là, alors que tu as déjà fait l'appel à l'action, c'est juste qu'il est intéressé mais sceptique. Donc faut le rassurer. Je m'appelle Elliot Meunier, je suis un ouf, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, regardez. Voilà, vous mettez toute la crédibilité que vous pouvez mettre.
et vous balancez tous les chiffres que vous pouvez. Vous mettez les bénéfices qu'il va obtenir et ce sera déjà pas mal si vous arrivez à faire tout ça. Et voilà comment on fait une pub qui marche correctement, en comprenant bien que l'accroche, c'est 80% du travail, si compter que vous avez un lead magnet et un tunnel de vente qui est bien designé derrière. Et donc, faut vraiment se démarquer là-dessus. Voilà pour le chapitre au niveau des créatives et de l'optimisation. Maintenant, avant de passer au verdict, donc pour vous dire est-ce que la pub c'est bien pour vous ou pas, il faut juste qu'on aborde les limites structurelles de la publicité, qui va ensuite vous permettre d'ailleurs de comprendre le verdict. D'abord, c'est que n'importe quelle publicité, c'est comme la seconde loi de la thermodynamique, tout va vers l'entropie, tout va se déconstruire. Et ben là, c'est pareil, la rentabilité sera toujours décroissante. Malheureusement, je suis navré de vous l'annoncer aujourd'hui, mais globalement, une fois que vous avez passé les 10 premiers jours d'apprentissage d'une campagne, elle sera toujours dans un rendement décroissant. Donc vous allez petit à petit perdre votre rentabilité. Et donc ça implique que il va toujours falloir rajouter de nouvelles créatives tous les mois. Il va toujours falloir renouveler ses offres, ses créas, ses angles, ses tunnels. Il va toujours falloir itérer. Il n'y a pas de set and forget comme on pourrait faire avec des vidéos YouTube qui nous rapportent sur le long terme. Là, c'est chaque jour, votre rentabilité et votre levier business peut s'évaporer. Et donc, il faut chaque jour en fait itérer et améliorer vos performances. Donc, ceci étant dit, verdict, est-ce que la pub est pertinente pour vous? Je pense que la pub est pour vous si 1. Vous avez déjà une offre qui tourne et un business avec au moins 10 000 euros de trésorerie que vous êtes prête à investir maintenant et dont vous n'avez pas besoin pour payer vos charges. Ce serait la base de la base, la structure de base. Donc ça, c'est vraiment pour le prérequis, entre guillemets. Maintenant, tu as les prérequis et tu as les facteurs facilitants. Facteurs facilitants, c'est pour vous la publicité si vous aimez traquer les chiffres. Si vous aimez penser en système et en KPI. Si vous êtes prêt à itérer en permanence et que vous n'allez pas vous décourager. Parce que parfois, il faut itérer 5-6 fois sur une même campagne avant même qu'elle ait une rentabilité x2. Et donc, ce soit pas très intéressant en réalité. Et que vous avez une volonté de scale rapide. Parce que c'est vraiment génial pour scaler un business, la publicité, quand ça marche. En revanche, la publicité n'est pas pour vous. Si vous êtes dans le cas inverse, si vous n'avez pas d'offre qui marche, que vous avez déjà testé, et si vous n'avez pas de crédibilité, je dirais aussi, et pas de budget de départ. Si vous voulez un truc qui tourne tout seul, que vous aimez pas l'analytique, que vous aimez pas les chiffres, que vous n'avez pas le temps d'itérer, et que vous préférez en fait créer du contenu et avoir une petite communauté plutôt que être un analyste financier de banque derrière des dashboards, en gros, je dirais. Et dans ce cas-là, si c'est pas pour vous, l'alternative recommandée, en tous les cas, il vous faut de l'acquisition dans votre business, et donc investir dans d'autres assets. Ça peut être du contenu long, c'est ce que je vous recommanderais, du contenu Instagram aussi si vous voulez du flux, mais il faudra aussi créer des systèmes même pour du contenu court. Et potentiellement des systèmes alternatifs, surtout si vous êtes en B2B sur des offres plus chères, avec setting, closing sur LinkedIn, sur Instagram, enfin combiner ces différentes approches et designer un système de vente qui vous ressemble vraiment. Et vous pourriez aussi avoir le meilleur des deux mondes, comme moi j'ai fait pendant longtemps, qui est de faire du contenu pour investir sur votre pilier long terme et en même temps de faire de la publicité pour pouvoir accélérer et pouvoir vraiment scaler. Je crois que vous savez tout sur la publicité. Et il m'a simplement à te demander, JC, toi qui analyses beaucoup de business models, est-ce que tu vois encore des boîtes qui scalent super rapidement en 2026 avec la pub? Ou est-ce que c'est fini, on est à la fin d'une ère et aujourd'hui c'est le contenu qui prévaut ou c'est le setting, le closing? C'est quoi ton regard dessus, toi? Merci Elliot. Et il y a plein de choses à dire. J'ai l'impression, en tout cas dans les business en ligne, notamment avec forcément l'IA qui s'intègre un petit peu partout, tout type d'entreprise, que moi j'ai une thèse qui est que les personal brands vont être de moins en moins importantes potentiellement. En fait, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment, c'est me dire est-ce qu'au final, avec tout ce qui est faceless, avec toutes les farms TikTok, etc. qu'on voit, je vois notamment les gars de ta génération en fait sont très très chauds sur des business sans personal branding qui présentent des avantages et des inconvénients. Et du coup, j'ai l'impression que la pub va rester quelque chose de très important. Je le vois, par exemple, tu vois, je suis un petit peu, je crois qu'il a ton âge, The Valère, qui est un entrepreneur qui vient du low ticket sur le marché américain, qui est français, qui est sans du coup utiliser sa tête, a réussi à faire des millions sur le marché de la perte de poids aux États-Unis pour des femmes de 40 ans, en maîtrisant les pubs, en étant très très bon justement sur tous les
tous les principes que tu as mentionnés dans la vidéo, en fait, dans ta présentation. Donc je suis assez convaincu que la pub a de beaux jours, mais je pense qu'il y a deux manières de voir la publicité. Soit tu la prends comme The Valère et comme tu le montres en fait en étant en mode je comprends que c'est quelque chose où je vais jouer vraiment le top niveau mondial en fait, et du coup il faut que je me mette dans les conditions pour pouvoir jouer le top niveau. Et du coup d'accéder ça va être très dur. D'accéder il va falloir itérer, qu'il va falloir être un analyste précis, etc. Ou trouver des marchés peu matures. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Beaucoup moins sophistiqués. Du coup, des gens qui sont pas habitués à se prendre des pubs, des propositions de valeur, à avoir des produits en ligne, etc. Et voilà, de prendre des marchés émergents, du coup, plutôt. Donc, c'est aussi le choix de sa catégorie. Donc, catégorie mature, il faut être en viser le top niveau mondial, on va dire, ou le top niveau en tout cas sur sa façon d'aborder la publicité. Marché qui n'est pas mature, double down sur la pub parce que océan bleu complet et énormément d'opportunités. Et il y a un point que je voulais justement par rapport à ça te poser une question, c'était assez contre-intuitif parce que tu disais que la pub c'est pas pour les gens qui veulent que ça tourne tout seul, alors que souvent c'est intuitivement on va se dire justement je veux pas faire de contenu, j'ai pas trop envie de faire du business, je lance un petit tunnel et puis ça tourne tout seul et ma vie est géniale, tu vois. Et du coup c'est assez contre-intuitif. Je sais pas toi comment tu perçois ça ou justement toi je sais que t'aimes bien aussi justement que le business il puisse tourner aussi, tu continues à bouger à droite à gauche, à avoir tes différents projets. Donc c'est quoi ton rapport à ça aujourd'hui? Parce que avant peut-être que ça tournait tout seul, maintenant ça tourne plus tout seul. Tu penses quoi dessus? Bah, déjà de ce que j'ai vu sur les gens qui veulent leur petit side business et enfin avoir du revenu automatique et tout, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les gens qui ont réussi vraiment à cet objectif, quoi. Je peux connaître 3 personnes, quoi, mais sur peut-être 200 que j'ai entendu dire ça, quoi. Donc c'est extrêmement rare. Et en l'occurrence, moi, j'étais un des successful, quoi, parce que enfin, on était déjà amis, donc pendant 2 ans, j'ai quasiment pas touché mes campagnes et je gagnais 40 000 euros par mois, quoi. Et j'étais en Afrique du Sud, je faisais des retraites de méditation, prof de yoga, machin, enfin. donc donc j'ai vécu ça et bah c'est une réalité effectivement. Quand t'as ton tunnel qui est bien optimisé, en tout cas à l'époque. Et que pour le coup, j'avais une agence qui gérait, hein. Donc c'est-à-dire que ça tourne tout seul parce que tu mets une agence qui le met, quoi. Mais c'est important de préciser parce que ça tourne pas tout seul entièrement non plus. Du coup, c'est que l'agence monitor quand même au quotidien, quoi. Et moi, j'avais la tâche de chaque mois recréer des créatives, mais c'était même pas moi qui écrivais. Et c'était eux qui écrivaient mes créatives. Moi, je me mets devant la caméra comme on fait là, 30 minutes à tourner, je renvoie les rushs. J'ai même pas besoin de savoir ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'était extrêmement luxueux. Mais bon, une agence, c'est pas gratuit, quoi. Ça prend 10% des ventes. Donc, enfin, moins. Enfin, en tout cas, moi, c'était le deal que j'avais à peu près. Donc c'était quand même assez cher, ça coûtait 4-5 000 par mois. Bref, mais du coup effectivement quand on arrive à déléguer et en fait et à t'enlever toutes les variables du système, effectivement ça peut tourner tout seul pendant un moment, jusqu'au moment où tu as les rendements décroissants et où tu sais pas pourquoi mais ton tunnel s'arrête et où faut remettre un coup dans la machine. Et c'est comme en dropshipping, tu sais, moi j'étais dans la communauté au début, ils disaient t'as les stores à 1 000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros et aux 10 millions, tu vois. Et tu peux pas savoir lequel t'as tant que t'as pas testé tes pubs et que t'as pas épuisé ton marché, quoi. Je pense que c'est pareil pour les tunnels, quoi. T'en as certains, ils sont super gagnants. Et je pense qu'ils sont super gagnants si t'es bon en pub, en fait. Donc tu peux pas t'inventer gagnant là-dessus, quoi. Donc voilà. Et en revanche, je pense que enfin, je pense que ça peut être bien. En fait, si tu designes bien ton système, si t'es vraiment conscient de tous les trucs qu'on a dit dans la vidéo, acquisition, fidélisation, vente, que t'as vraiment une bonne offre, que t'as de la crédibilité sur ton sujet, de la profondeur, tu sais à qui tu t'adresses, tout est bien fait et t'es bien accompagné. La pub, ça peut être rentable très rapidement quand même et ça peut encore être un bon levier. Euh, et donc je pense que une personne qui est très forte et qui a pas envie de s'ennuyer à faire du contenu, qui veut quand même avoir des hauts revenus, la publicité, ça reste un bon créneau à prendre, quoi. Et après, effectivement, tu mets des gens à toutes les étapes du système pour gérer les pubs et tout, et ça peut être plus ou moins automatique sur la partie acquisition, quoi. Mais il y a quand même une réalité du coup qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut se considérer quand même entrepreneur du coup et avoir le sérieux de l'entrepreneur et qu'on sait qu'on a un business et pas se dire c'est mon petit truc pour pouvoir faire mon argent tous les mois. J'ai l'impression que cette mentalité-là ne marchera pas pour la publicité du coup. Toi, je pense à un coach par exemple qui se dira moi j'ai juste besoin de 2-3 clients, tu vois, par mois pour pouvoir faire
tourner mon business, mais j'ai surtout pas envie de gérer mon business, je veux juste des clients. Déjà, est-ce que c'est une mentalité à avoir? Et deux, du coup, est-ce que la pub, est-ce que c'est pertinent? Parce que du coup, il risque de partir avec la mauvaise intention pour pouvoir trouver le tunnel qui fonctionne, quoi. Ouais. Bah, pour le coup, c'est un très bon exemple. Le coach qui veut 3 clients. Bon, déjà, s'il veut 3 clients, qu'il aille sur LinkedIn et qu'il fasse du démarchage, quoi. Enfin, tu prends un volume de 300 messages, t'es sûr que tu as 3 clients, quoi. Si t'as une bonne offre. Et ce sera beaucoup moins de complexité que créer les pubs, faire voilà. Mais même si, ok, le coach, il veut 3 clients. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il veut peut-être 6 000 euros net. 6 000 euros net en plus, c'est peut-être pas 3 clients, c'est plutôt 8 clients, tu vois, s'il a un produit à, je sais pas, 3 000 euros, quoi. Donc, voilà, il te faut 6 clients à 3 000 euros. Faut que tu fasses ta pub, faut que tu sois prêt mentalement à dépenser jusqu'à 1 000 ou 2 000 euros avant d'avoir ton premier client. Parce que tu sais que tu as 400 euros ou 500 euros par vente. Tu vas probablement être mauvais en coaching sur des clients froids parce que t'es pas habitué, t'as plutôt des clients chauds d'habitude. Tu vas être à un taux de closing à 10-20%, tu vas te prendre beaucoup de rejets. Tu vas avoir la peur, comme au casino, ou en investissement, de perdre tout ton. Donc, tu vois, la psychologie, elle va probablement lâcher avant que t'aies réussi à avoir ta première vente et donc que tu puisses calculer des chiffres et faire des décisions intéressantes. Et donc, si t'as pas 10 000 euros sur ton compte qui traîne, que tu peux te permettre de tester et de perdre complètement avec la pub, tu risques de paniquer. Et donc, globalement, tu risques de perdre, ouais, beaucoup de temps, quoi. Après, tu vois, les coachs, même dans la perspective, moi, j'en ai quand même recommandé à bien, je sais pas, 4 ou 5 ces derniers mois de faire de la pub. Et sur ceux-là, il y en a pas mal qui ont même pas abouti. Mais il y en a 2-3 pour qui ça a marché, quoi. Et donc, quand c'est pertinent, ça marche, quoi. Ok. Non, c'est intéressant. Puis ce que tu disais aussi, c'est qu'au final, ce que j'aime bien avec la pub, et on le voit aussi dans le milieu plutôt SaaS, produit, startup, c'est que ça permet de tester très rapidement aussi son idée. Donc c'est un peu à deux niveaux. C'est très early, et après, une fois qu'on a validé effectivement son offre, qu'on soit dans le business online, dans le coaching, dans le SaaS, enfin peu importe, pour la phase de scale, effectivement. Mais dans les deux cas, ouais, il y en a un, ça demande d'accepter voilà, c'est un investissement pour tester une idée, et dans un second cas, je vais perdre un petit peu d'argent jusqu'à que soit je laisse l'horizon temporel suffisamment long et surtout que je continue à itérer, du coup, comme tu avais très bien expliqué, sur mes créas, sur mon copy, sur mon angle, etc. Donc c'est hyper intéressant. Il y avait un point aussi que je voulais challenger un petit peu, mais je pense qu'on sera quand même d'accord, c'est quand c'est bien fait, j'ai l'impression que cette question de la confiance, en fait, peut rapidement être balayée. J'écoutais Théo Rossi, qui a une académie de copywriter, chez Mathis Clouet, justement, qui fait justement, qui est très très bon aussi en business online. Et il expliquait ça, il disait qu'en fait, il arrivait aujourd'hui des gens qui étaient exposés à ces publicités. 48 heures après, il avait des closings, tu vois, parfois, tu vois. Il est arrivé à créer de la confiance très rapidement, à travers sa VSL notamment. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas parlé, c'est un autre sujet, mais les funnels avec VSL aussi. Mais ça existe en tout cas encore. Mais je pense que ça dépend, effectivement, une maîtrise de son produit, capacité à mettre beaucoup de crédibilité. Je sais pas quel élément en réalité, parce qu'il l'a pas forcément détaillé, mais quel élément on peut mettre pour gagner très vite en crédibilité et réduire le temps entre découvrabilité et closing. Je sais pas si tu as des tips là-dessus. En fait, déjà, je pense qu'il a une offre complètement irrésistible. T'apprends une compétence complètement débile pour faire beaucoup d'argent, ça va te changer la vie. Tu vois, et il a des closers très bien formés, quoi. Et il est très bon en copywriting, il est au sommet de la psychologie humaine, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment pas l'exemple à regarder. Ah oui, effectivement. Ouais. Mais puis il y a une super garantie aussi, où il rembourse si les gens on trouve pas de clients, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il a des closers payés à la commission. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas très compliqué de générer les calls directement après une pub, quoi. En fait, tu vas être à 100 euros par call, quoi. Après, c'est juste qu'en trafic froid, ça va dépendre de la qualité de l'offre et la qualité de ta réputation sur le marché, quoi. Twitter aussi, il est quand même pas mal connu, il a quand même fait beaucoup d'argent. Il a déjà beaucoup de choses dans sa commune, donc c'est pas des conseils qui sont transférables, quoi, je pense. Mais effectivement, quand t'as une super bonne offre et que t'es Théo Rossi, à mon avis, c'est facile de convertir en. Mais je pense pas qu'il a un taux de closing, tu sais, de plus de 20%, quoi, sur du trafic froid. Vraiment froid, tu vois, attesté froid qu'il connaît pas. Je pense que c'est trop. Faudrait voir ce chiffre. Ok.
Ah, hyper intéressant. Bah, ça me dit, peut-être pour un autre épisode, mais la différence entre evergreen et lancement aussi, dont on échange souvent sur perspective aussi pour les gens, voilà, comment ça peut changer aussi en ads et en organique. Et il y a un dernier point que je m'étais noté, moi, c'était l'importance de la gestion de ton backlog, ton CRM, pour pouvoir aller chercher des ventes aussi. Ouais, t'es coach, par exemple, tu fais de la pub ou du contenu. Dans tous les cas, tu dois ouvrir enfin, pas que coach, d'ailleurs, un tout type de business. Tu dois ouvrir ton CRM, enfin avoir un CRM et suivre dans le temps justement tes prospects, parce que l'argent, disons, est dans le CRM et dans le backlog. Et ouais, donc c'est assez important, notamment si vous faites de l'evergreen, de bien suivre les gens pour pas cramer du cash avec de la publicité, alors que vous avez de l'or peut-être dans votre CRM. Peut-être un point que je voulais Ouais, rajouter c'est aussi. clair. C'est clair. Avoir des bons process, ouais, pour que le setter peut-être aille chercher avec des emails un peu rapides. J'ai vu que tu as téléchargé ma vidéo. Tu dois être entrepreneur. Est-ce qu'on peut faire un appel rapide pour discuter de ta situation avec trois quatre follow-up derrière? Ça va transformer le taux de conversion. Et c'est pareil, quoi, le nombre de gens qui lancent des tunnels avec des séquences mail mal faites, quoi. Mais la séquence mail, faut considérer que tu as effectivement 7 jours d'urgence, quoi, avec des mails très bien faits. Le follow-up type 7 heures, comme on l'a dit là. Et ensuite que tu dois avoir une séquence de nurturing ensuite, de bienvenue, de mettre dans ton world, quoi, dans ton world building, avec tous tes concepts, toutes tes croyances de ta communauté pendant au moins 3 semaines, quoi. Donc assez rapidement, il faut itérer effectivement sur ces systèmes-là. Ouais, t'as raison. Ouais, c'était les points que j'avais de mon côté en tout cas. Merci, c'est très pertinent ces questions. Et donc, on en profite pour faire une petite interlude pour vous dire que si vous voulez télécharger un récapitulatif globalement de tout le podcast et donc qui fera aussi un deep dive sur tout ce qui a été dit en podcast juste avant, vous pouvez cliquer sur le lien en description et vous serez dirigé vers un récap PDF qu'on a écrit. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de prendre des notes, vous aurez toutes les informations directement chez vous. Et on vous dit également que si vous avez des questions, plus que celles de JC a déjà posées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra dans le prochain podcast. Écoute, JC, moi je suis très impatient d'entendre maintenant ta partie du podcast avec ce merveilleux restaurant de burgers à Budapest là. Tu as bien teasé. Ouais, carrément. Alors, pour redonner un peu de contexte, du coup, l'idée, c'est qu'à chaque épisode, je puisse vous présenter une analyse de tendance sectorielle, une idée de business que je vais développer, ou même des thèses d'investissement qui m'intéressent, en tout cas des thèses que je construis et que je peux partager. Et pour cette première édition, du coup, j'ai envie de vous parler donc d'un restaurant tout petit à Budapest qui fait plusieurs millions par an en vendant un seul produit. C'est quelque chose qui est assez ouf. Il s'appelle Smashy Burger. Il est pas très loin d'où j'habite, donc dans le centre de Budapest. Et d'ailleurs, il marche tellement pour vous dire qu'ils ont ouvert une deuxième enseigne à New York, à Times Square, donc un des endroits les plus concurrentiels au monde, je pense, pour ouvrir du fast-food. Donc c'est vraiment des gens qui ont vraiment compris des choses qui sont intéressantes à analyser. Et je vais en parler non pas seulement pour parler d'un resto de burger et ni même que de restauration, mais essayer d'élargir à des principes premiers en fait qu'ils ont mis en place, qu'ils ont compris, qui sont après transposables à plein d'industries, qu'elles soient dans le monde physique ou dans le monde online. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Pour commencer, du coup, je vais vous présenter un petit peu plus en détail Smashy. Donc c'est un restaurant qui a ouvert en 2024, donc comme je vous dis encore une fois à Budapest, et qui a été créé par les fondateurs d'une autre enseigne, c'est quelque chose d'important à savoir, qui s'appelle Simon Burger, qui est une autre enseigne qui fonctionne très bien à Budapest. Donc c'est des gens qui avaient déjà compris en fait dans les années 2010 comment fonctionne en fait le marché du burger. Je vais y revenir juste après. Et aussi, ils ont réussi déjà en fait à anticiper comment le marché évolue avec Smashy Burger, qui au final a une proposition de valeur qui est très différente de Simon Burger, qui lui est plutôt un burger classique avec voilà, plein d'offres différentes. Donc c'est des gens qui avaient déjà une capacité aussi à penser en système, qui avaient des process, voilà, qui avaient déjà une bonne dizaine de points de vente en Hongrie avec Simon Burger. Et du coup, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte avec ce Smashy Burger, leur nouveau point de vente, leur nouveau restaurant, c'est qu'ils surfent sur une tendance émergente qu'on doit voir, j'imagine, aussi en France, en Europe et peut-être même dans le monde entier, qui est celle du smash burger, du coup, donc un burger, double steak écrasé dans un burger, voilà, qui ressemble un petit peu au burger de McDo aussi. Je vais y revenir.
Et la différence qu'ils ont avec peut-être pas mal de burgers, enfin de restaurants de smash burger que j'ai vu notamment à Paris la dernière fois où je suis passé, c'est qu'ils ont un twist dans l'exécution. Et c'est ce que j'appelle du coup notamment un killer concept. Et je vais vous le présenter maintenant pour qu'on comprenne. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que eux en fait ils cartonnent. Donc le killer concept de Smash Burger, c'est que l'offre elle est hyper simple. On peut pas faire plus simple que Smash Burger. C'est un seul burger en fait que vous pouvez acheter. Vous arrivez, voilà, vous avez le classique et éventuellement il y a le house cheeseburger aussi qui est une petite variation, mais globalement il y a pas de choix à faire. Voilà, vous savez pourquoi vous venez, vous savez ce que vous allez acheter. Il y a un seul prix, c'est en équivalent euro, c'est 5 euros grosso modo. Donc aucun choix à faire. Et ils ont fait quelque chose aussi qui, moi, m'avait complètement hook quand j'étais passé dans la rue où il y a ce petit restaurant, qui est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment un corridor, en gros, on peut pas rentrer à plus de 3 dedans, limite. C'est qu'il y a une file d'attente en mode cinéma ou en mode aéroport avec les bandes qui passent comme ça. Et du coup, en fait, les gens sont obligés d'attendre en extérieur et ça crée un effet, en fait, de mais c'est quoi ce restaurant? Est-ce que c'est leur jour d'ouverture? En fait, on a cette impression. Genre, est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a des promos? Et à chaque fois, en fait, il y a une espèce de FOMO pour les gens qui passent. En mode, il se passe un truc devant ce restaurant et j'ai envie de comprendre ce que c'est. Donc, on se rapproche, on regarde, après, on voit le prix. Ah, ça a l'air pas cher. Qu'est-ce que c'est? Ah, le branding est cool. Donc, il y a tout qui est fait, en fait, pour te donner envie d'avoir une première expérience avec eux. Ça, c'est hyper puissant. L'autre chose qui est exceptionnelle quand on va chez Smashy, c'est que bon, on attend un petit peu dans la file d'attente là, quand on fait en mode aéroport, mais une fois qu'on a passé la commande, il nous donne immédiatement le sac. C'est qu'il y a au maximum 10 secondes, je pense au plus, j'ai attendu 10 secondes, entre le moment où je dis je veux deux classiques burgers, ok, ça fait tant, 10 euros, tac, tu payes, hop, on te donne le sac, tu peux partir. C'est exceptionnel, moi qui aime bien regarder un peu les process dans les business et dans les restos, c'est vraiment un plaisir à ce niveau-là. Et le troisième point qui fait qu'ils ont, je trouve, un positionnement qui est génial, c'est qu'au final, ils ont pris l'angle de McDonald's hipstérisé, si je peux dire, pour la génération Z. C'est vraiment cette idée, en fait, que ils ciblent une génération qui veut quand même quelque chose de bon en termes de goût, qui se rapproche du McDo, mais qui est parfois un peu en contradiction par rapport à McDonald's. Voilà, toute cette génération ne veut pas forcément aller tous à McDo. Ils veulent quelque chose qui est rapide. Donc là, ils rentrent en plein dans le truc. Et pas cher, en opposition notamment à la génération précédente de burgers sur laquelle je vais revenir. Et comme je vous dis, on va le voir aussi, mais ils ont un système de croissance qui est fou, avec un système de referral qui est vachement bien fait. Donc, on va détailler maintenant vraiment l'évolution du marché. C'est important de comprendre en fait de pourquoi ils fonctionnent en fait et comment ils se sont insérés dans une logique de marché qui a évolué dans le temps, à travers 3 aires que je vais vous présenter. Et ça vous permettra, vous aussi, de vous dire, quand vous êtes vous lancez un business, en fait, à quel moment de maturité de votre industrie, de votre marché, vous arrivez, en fait, comment vous vous positionnez par rapport à cela, comment vous pouvez embrasser la vague dans laquelle vous êtes et comment vous pouvez vous différencier aussi dans celle-ci. Donc, si on prend le marché du burger, je dirais qu'il y a eu 3 aires, globalement. Je parle pour l'Europe, en tout cas. Il y a eu l'ère années 80 jusqu'à années 2000. Donc, l'arrivée notamment de McDo en France. Puis après, les concurrents, donc Burger King, Quick aussi, qu'on a en France, qui est un acteur français ou belge. C'est belge d'ailleurs, Quick. Et du coup, donc, ce qui était intéressant avec McDonald's, notamment, on va dire, pour simplifier, le plus connu, c'est qu'il y avait des burgers qui étaient pas chers, globalement, une standardisation avec des burgers iconiques, voilà, le Big Mac et autres. Et globalement, voilà, tout un branding, on va dire, autour de la famille, autour du fast-food. En fait, c'est aussi qu'on a implémenté l'ère du fast-food. Avant, il n'y avait que des restaurants, il fallait passer commande après 20 minutes, attendre 10, 15, 20 minutes pour pouvoir avoir son plat qui arrive, et puis manger pendant 30, 40 minutes, 1 heure. McDo, c'est très différent. Voilà, en gros, en 30, 40 minutes max, on est rentré, on est parti, quoi. Donc, c'était assez novateur au final dans les années 80, 90, et même au début des années 2000. Mais les gens sont arrivés à un moment, à une saturation, en se disant bon, j'aimerais manger quelque chose de meilleur. Il y a commencé à avoir un peu plus on va dire, plein d'autres industries qui ont commencé à boomer aussi, les salles de sport, le rapport au corps, l'arrivée des réseaux sociaux avec le rapport à l'image de soi. Donc voilà, pas mal de choses qui font que les gens, voilà, est-ce qu'on va aller au McDo toute notre vie? Il y a eu aussi le documentaire Super Size Me, je crois que ça s'appelait, un journaliste qui avait fait un super documentaire sur McDo.
en mangeant au McDo tous les jours à tous ses repas pendant un mois et pour voir les effets délétères sur sa santé. Donc il y a aussi voilà, des critiques émergentes sur le fast-food après 20 ans d'implémentation. Et donc dans les années 2010, on a eu l'ère que moi j'ai bien connue, je vous expliquer pourquoi juste après, du premium et de la customisation. Voilà, les gens, on avait marre je peux juste choisir après 5 burgers au McDo, je vais pouvoir customiser, avoir plein de choix, 15, 20, 30, 50 burgers possibles, ou voire même aller choisir moi-même. Et je suis prêt à payer plus cher pour ça parce que c'est de la meilleure qualité, c'est de la meilleure viande, ça prend plus de temps à produire. Voilà, je sais pas, c'est de la viande locale ou autre. Et là, on s'est retrouvé, donc notamment en France, avec un représentant, pour simplifier, vous avez Big Fernand, que certains connaissent certainement, qui nous écoutent, qui existe toujours, il me semble d'ailleurs, en France, et qui représente vraiment cette époque, voilà, où le burger coûtait, on va dire, 15 à 20 euros, plutôt 20 euros d'ailleurs, avec le menu complet, avec une frite et une boisson. Donc on est très loin du prix d'un McDonald's. Et l'intérêt, on va dire, qu'il y avait chez ces burgers-là, c'est qu'ils répondaient à ce besoin encore que j'expliquais de vouloir vraiment choisir des burgers voilà, qui sont très très divers. Donc il y a eu beaucoup de compétition sur ce marché, mais les gens continuaient à en ouvrir parce que en fait c'était la catégorie de produits qui était la plus successful. Et ça je le sais de source sûre parce que j'avais moi-même un business de food delivery. Donc, je suis un intermédiaire entre des livreurs, des clients et des restaurants. Et j'avais la data tous les mois, on va dire, où est-ce que les gens commandaient le plus d'un point de vue des restaurants. Et de loin, entre 2015 et 2017, c'était le burger qui gagnait du simple au double par rapport au numéro 2. Le numéro 2, c'était les kebabs à l'époque sur les plateformes en ligne. Donc clairement, le burger a tout explosé aux années 2010. Mais petit à petit, voilà, il y a eu des changements encore sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre le marché sur lequel on est présent et comment il évolue. C'est qu'il y a eu, notamment, je prends là en France, mais je crois que c'est toute l'Europe était concernée, l'arrivée du tacos. Alors, pareil, c'est le tacos qui est arrivé dans les années, en tout cas, il y a vraiment un revival dans les années 2017-2018. Et pareil, je l'ai vu dans la data à l'époque avec Fetch, c'est que le tacos est monté hyper vite et en 2018 était passé même devant les burgers. Pourquoi ? Parce qu'on revenait sur des offres plus simples, un prix moins élevé et globalement, voilà, un ras-le-bol un peu de la Gen Z qui arrivait, qui commençait à avoir du pouvoir d'achat par rapport au burger. Pourquoi payer 20 balles pour un burger quand je peux avoir un tacos qui me remplit plus le ventre, on va dire, pour 5 euros, 5-6 euros. Ça a permis aussi de moderniser le kebab aussi, l'arrivée du tacos. Petit aparté. Et là, depuis les années 2020, donc on est dans la troisième phase de l'ère du burger, où là, on revient donc à un besoin de commander quelque chose qui est facile. Je pense qu'on arrive à une époque où les gens en ont marre d'avoir beaucoup de choix. Il y a ce qu'on appelle la paralysie de décision, le concept, où voilà, si vous imaginez, vous êtes dans un supermarché, il y a, 50 choix de ketchup, c'est hyper dur de choisir quel ketchup je prends, quoi. Et avec les burgers, c'était un petit peu pareil. Les gens en ont marre. Voilà, on est le soir, on est fatigué. On ne veut pas encore devoir avoir à prendre une décision compliquée. Quel burger je vais choisir après avec 30 choix. Donc il y a ce premier phénomène. Il y a le prix, clairement. Voilà, on est dans un monde post-Covid aussi, avec une inflation assez importante. Les gens n'ont pas d'argent, les gens ont du mal à trouver du travail. Donc voilà, de pouvoir manger un burger à 5-6 euros, c'est préférable à un burger à 20 balles. Donc il y a cet aspect-là. Je pense que aussi, il y a cette envie inavouée de revenir à des goûts, retour au Big Mac, en tout cas à ces saveurs un petit peu qu'on avait du McDo, soit pour la Gen Z quand ils étaient ados ou petits, ou pour les gens plutôt autour de mon âge, dans la trentaine, quand ils étaient petits aussi, au final, c'est la même chose, revenir à ça, mais sans forcément s'obliger tout le temps à aller au McDo toutes les semaines. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments qui font que le marché a évolué. Et justement, moi, d'un point de vue business, c'est un truc que j'ai compris, et peut-être qu'on en parlera aussi après avec Elliot, c'est quelque chose que j'avais compris en 2016, donc ça fait très longtemps, c'est à quel point, et on va y venir après, c'est vraiment la killer feature pour moi, cette simplicité de commande, mais surtout cette vitesse de réception de la commande est ouf. Je me rappelle donc à Londres en 2016, j'étais au marché de Camden, et c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai commandé un burrito, donc c'était un food court avec plein d'enseignes différentes, et il y avait un petit stand qui vendait des burritos. Il me semble que c'était 5 pounds le burrito. Et c'était exactement comme ça. On donnait son billet, ou on payait à la carte, mais je crois que c'était plus son billet. On payait et le burrito était prêt.
C'était direct, pareil, en 3 secondes. Il y avait quelqu'un qui préparait des burritos à la chaîne à côté. On commandait, on prenait, on se cassait. C'était incroyable. Et ça, c'était ma première, on va dire, réalisation que les burgers, enfin les burgers, pas les burgers. C'était ma première réalisation que les restaurants avaient intérêt à simplifier, voire à devenir monoproduits. En fait, chose qui n'était pas du tout classique dans les années 2010 et historiquement. Et on le voit aussi, alors pour ceux qui connaissent, voilà, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, ou l'émission originelle de Gordon Ramsay aussi, qui montre à chaque fois la même chose. Au fait, c'est que quand on rentre dans un restaurant, c'est comme si on disait, comme on découvre un business, il y a énormément d'offres, plein de produits, plein de plats pour le cas des restaurants. Et à chaque fois, ils font la même chose dans ces émissions. Ils ont la même heuristique, c'est tu vas dégager ta carte, on va te faire 4 plats, tu vas maîtriser tes plats, tu vas aller prendre des bons produits cette fois-ci, tu vas arrêter de t'inventer une vie. Et tu vas bien appliquer du coup le playbook autour d'une carte très très simple. Et du coup, ça facilite énormément de choses après en termes de positionnement business, en termes de crédibilité, en termes de rétention, en termes d'itération sur ces plats. Bref, ça facilite énormément de choses. Et donc, c'est là où on va arriver maintenant à décomposer un peu plus le business de Smashy Burger et l'étendre après à d'autres business qu'on pourrait créer. C'est que donc il y a cette simplicité au final, comme je disais, et surtout qu'il y a un système business qui est hyper rodé, qu'on va du coup décortiquer. Donc le système Smashy Burger, donc au niveau de l'acquisition, comme je vous ai dit, il y a ce hook qui est fou avec ces files d'attente qui donnent envie aux gens, je pense, tous les jours de se dire mais je veux voir ce qui se passe ici. Aller voir la file d'attente, se faire hook après par le prix et se dire bon si j'ai faim, certainement que je vais aller là, ça a l'air assez cool. Il y a énormément, évidemment, une communication qui est hyper maîtrisée sur les réseaux sociaux. Ils ont une loupe qui est intéressante que Simon Burger avait aussi entre donc Simon Burger, encore une fois, c'est leur première chaîne qu'ils avaient créée historiquement, les fondateurs de ces entreprises. Le hook, c'est je file un milkshake au client qui commande en échange d'une review. Potentiellement, ils incitent les gens à prendre des photos. La photo est après utilisée sur les réseaux sociaux. Ils font des campagnes aussi d'ads avec des clients. Et du coup, il y a une espèce de loop entre rétention, donc referral, et acquisition ensuite qui repart par au-dessus. Donc pareil, ça c'est hyper intelligent. Ce qui fait que quand ils ouvrent un restaurant, ils ont très rapidement plus de 1000 reviews. Là, je vais aller vérifier Smashy Burger. Donc, même pas 18 mois après l'ouverture, c'est déjà presque 9000 reviews sur Google Maps. C'est colossal. Quasiment aucun restaurant qui a autant à Budapest. Et c'est parce qu'ils ont mis en place ce genre de stratégie, au final, de referral surpuissant, qui crée une forme c'est pas qu'une forme, c'est qui crée une énorme autorité, crédibilité au restaurant, qui est du coup premier dans tous les classements de burgers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a vu au niveau du produit, donc, comme je vous ai dit, donc, un seul produit principal et une sous-variation du produit pour ceux qui veulent plus de fromage, mais globalement, c'est un produit. Un seul prix à chaque fois, on sait qu'on vient, c'est équivalent de 5 €. Au niveau de l'expérience, comme je vous ai dit, donc, c'est hyper agréable parce qu'on arrive, on sait déjà ce qu'on veut, on passe la commande, on récupère son petit sac et on part. C'est seulement à emporter. On a le goût du McDonald's, donc l'espèce de nostalgie qui est créée, mais en meilleur. Et surtout, on a un prix qui est perçu comme juste. Ça, c'est important, je pense, dans l'ère à laquelle on est actuellement, où les gens sont quand même dans une forme de tension par rapport à leur porte-monnaie. C'est qu'on est clairement sur un marché qui est allé vers une inflation des prix. Je pense aux burgers, mais je pense au brunch aussi, tout ce qui est restauration, tout ce qui est service. Voilà, tout devient plus cher. Et en fait, d'avoir des nouvelles offres où on arrive en tant qu'entrepreneur à être rentable, scalable, tout en proposant des prix mais méga compétitifs, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à considérer pour les 5-10 prochaines années. Donc si je récapitule du coup, donc on a vraiment la formule gagnante, donc le monoproduit qui est basé sur une forte demande du coup qui existe, des process et des marges qui sont super maîtrisés. C'est aussi quelque chose d'important, c'est que voilà, c'est des gens qui comprennent bien leur produit, qu'ils n'en ont qu'un seul, quelles sont les marges autour de mon burger, comment mes coûts d'acquisition en amont, mon staff après, comment je le gère, comment je crée des systèmes pour avoir moins besoin de staff. Vraiment, tout est vraiment cadré à ce niveau-là. Ils se concentrent sur l'essentiel. Ils vont au moins cher, au plus rapide, au plus simple pour le client. C'est une machine à playbook aussi, Smashy. Voilà, je le vois très bien en fait comment ils s'organisent. Ça se sent c'est des entrepreneurs. C'est pas des restaurateurs qui se sont dit je vais faire un petit business. C'est vraiment les entrepreneurs. Chaque étape est bien mappée dans un système, dans un playbook, que ce soit le playbook d'ouverture de lancement,
le playbook d'itération autour de leurs produits, donc le burger en l'occurrence, le playbook aussi autour de la production, donc en interne dans le restaurant, donc chaque étape entre l'arrivée d'un client dans le restaurant et la sortie du client. Le playbook de referral du coup et de viralité du coup pour pouvoir développer la crédibilité du restaurant, et le playbook de scalabilité avec l'ouverture de différents points de vente du coup de manière assez rapide là de leur expérience chez leur premier restaurant Simon Burger. Je vous ai fait un long laïus sur un restaurant. Donc déjà, j'espère que c'est intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, essayez, quand je fais ce genre d'analyse, de extrapoler ça à votre business, à votre industrie. Ne restez pas figé sur je parle pas que de restaurant, au final, là, je parle de plein de principes qui sont applicables à plein de business. Mais justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est comment on peut aller prendre cela et le mettre à d'autres endroits, que ce soit online ou dans le monde physique. Au niveau des opportunités, donc déjà, à travers le marché du restaurant, ce qu'on voit, c'est que le milieu de gamme est en train de décliner. On est dans un monde qui se polarise de plus en plus à plein de niveaux. Si on prend les marchés, en fait, et les pricing, on voit qu'aujourd'hui, je pense que s'il y avait deux manières de faire du business, c'est soit du premium ou de l'ultra premium. Donc faites des restos étoilés, enfin, si on parle de restaurant encore, faites des choses en tout cas étoilées, premium, ou faites quelque chose de très accessible, très processé, avec réussir à garder de la marge, mais tout en ayant une capacité de scale verticale, territoriale, si potentiellement, si vous êtes dans un business physique ou semi-physique, mais évitez l'entre-deux. Voilà, l'idée dans votre business de faire comme un petit restaurateur qui veut juste faire son petit resto avec le plat à 15 euros, 20 euros, et voir ce qui se passe. Je pense qu'il faut oublier actuellement dans le monde du business, c'est un marché qui est pas porteur, je pense. Donc, soit on fait, entre guillemets, si on reprend l'analogie encore du fast good, du coup, très bien processisé, donc encore une fois, là, tous les exemples que je donnais, ou du premium étoilé. Ce qu'il faut surtout éviter de faire aussi, c'est, si on prend toujours le restauration, c'est l'anti-food court. Il faut vraiment pas être dans le food court. Moi, j'en ai un près de chez moi à Budapest. Je suis jamais allé, tout simplement, en plus de 2 ans. Je sais pas en fait ce qu'ils vendent. On rentre dedans, il y a un burger, un truc de pizza, de l'italien en plus. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Enfin, je sais même pas parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. En fait, quand je passe devant. Et en fait, ça fonctionne pas tant que ça parce que les gens savent pas à quoi s'attendre en fait. Les gens savent pas c'est quoi, qu'est-ce que tu nous proposes en fait, pourquoi je viendrai chez toi, quel est ton produit phare, comment, voilà, comment je garde un bon souvenir, une bonne expérience de ton restaurant alors que je sais jamais vraiment à quoi m'attendre en y rentrant. Si on prend d'autres marchés ou d'autres business models, on prend le SaaS. Le SaaS, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est il y a des airs aussi. Dans le SaaS, vous allez avoir la notion de ce qu'on appelle le bundle et unbundle. Le bundle, c'est quand je mets plein de propositions de valeur, plein de features que je rassemble dans un produit. Un SaaS, c'est ce que font très bien HubSpot, Salesforce. Et l'unbundle, c'est quand on a besoin de revenir à de la mono-feature. Une proposition de valeur très claire sur une problématique et une solution qui est proposée. Et du coup, le SaaS oscille toujours entre ces deux phases historiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une phase de unbundle, du coup, où les gens ont besoin de features très puissantes pour répondre à un problème très précis, avec du coup une solution là, qui est adaptée à ce problème. Et en tout cas, voilà, dans la phase actuelle, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, du coup, le paralysie du choix, l'IA aussi, si on prend les SaaS, qui amène aussi énormément de vitesse, on va dire, d'exécution, d'opération, qui permet de tester du coup des DBS très rapidement, mais aussi qui permet d'aller très fortement en spécialisation, paradoxalement, en tout cas sur la partie produit et business, par ces raisons. Du coup, vraiment, la capacité très rapidement de tester une petite feature et d'étendre autour de cette feature. Si on prend les business physiques, j'ai vu récemment, peut-être qu'on pourrait en faire une analyse dans le milieu de la longévité. On voit par exemple 2 business qui émergent. Il y a, je pense que ça s'appelle Lucize, si je dis pas de bêtises, qui est un business pour pouvoir tester ses marqueurs biométriques, faire un test sanguin plus, on va dire, pour l'équivalent de 300-400 euros 2 fois par an, si je dis pas de bêtises. C'est une offre très claire. Il n'y a qu'une offre. Voilà, je paye tant, j'ai mon check-up complet avec un suivi après, avec un dashboard, avec l'app que je peux suivre dans le temps, avec des recommandations du coup de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma santé. Mais c'est un produit qui est très simple, très clair, une seule feature, un seul problème, une seule solution. Et il y a la même chose. Donc là, on est sur le côté, on va dire, prix d'entrée.
300-400 €. Donc, c'est un coût, mais globalement, voilà, pour quand même sa santé, c'est quand même un coût assez modéré. Et à l'inverse, on a le super premium. Là, le nom m'échappe. On pourra le mettre à l'écran. Mais je l'ai vu à travers Maxime Berbier, qui en a fait une étude de cas, je pourrais peut-être aussi rajouter en description. Et qui, en gros, celle-ci, ça va plutôt être de l'ordre de 6 ou 7 000 € de mémoire, avec un parcours, en fait, sur 24 heures. En fait, on arrive dans une espèce de lieu où, en fait, on passe de salle en salle et on nous fait des tests sur tests hyper personnalisés. Et après, il y a un suivi dans le temps aussi. On a une carte de membre. Enfin, c'est un truc qui est méga premium. En gros, c'est vraiment pour les gens qui ont les moyens, qui veulent un vrai suivi, qui veulent venir après une fois par an potentiellement faire un check-up complet plus, là, cette fois-ci, avec une attention au détail, avec même un repas qui est personnalisé pour vous par rapport aux données qu'ils ont eues en amont quand vous avez rempli un formulaire. Voilà, tout est pensé vraiment pour que ça se passe bien, vous ayez une expérience exceptionnelle. Et voilà, donc je pense, voilà, encore une fois, c'est un bel exemple. Il y a Lucie à 300 balles, il y a cet autre service à 5 000 € plus, et rien au milieu. En fait, personne ne paierait un truc à 1 000 €, 1 500 € sur ce marché. Et enfin, c'est pour revenir dernièrement sur la restauration, moi je l'ai pas mal vu aussi entre 2018 et 2020 avec le Covid qui a accentué ça. Ça a été le fait de pouvoir tester des concepts de monoproduits avec des dark kitchens. Donc les dark kitchens, tout simplement, voilà, une fausse cuisine entre guillemets, enfin en cuisine entre guillemets de chez soi ou d'un espace. On n'a pas de surface de vente et on peut tester comme ça facilement des idées de business de restauration, idéalement autour d'un produit. On l'a beaucoup vu notamment pendant le Covid. Et pour ça, vous avez des plateformes comme Deliveroo et Uber Eats comme terrain de jeu pour faire votre MVP. Donc, je récap la formule. Donc, encore une fois, c'est produit hype, belle courbe d'adoption et top qualité, des process méga carrés, une bonne marge quand même pour maîtriser le scale et pas grossir à perte, et une très forte brand et stratégie d'acquisition avec une loupe qui vient du referral. Vos clients créent du contenu pour vous, donc rétention client, satisfaction client, avec le petit cadeau, et on revient en dessus en acquisition. Pour conclure, on va voir maintenant comment on pourrait mettre en place ce genre de business concrètement. Ce serait quoi un peu les premières étapes si on est entrepreneur, on se dit voilà, j'aimerais bien lancer un resto type Smashy Burger ou un autre business physique, ou même tout simplement un business en ligne qui reprendrait ces conseils. Donc j'ai 6 étapes que je vais vous présenter. La première, c'est assez classique, c'est faut identifier le produit. Faut pas oublier que le business, voilà, il y a plusieurs modes de jeu, on va dire. Il y a le mode simple, il y a le mode médium, il y a le mode hardcore. Le mode hardcore, c'est quand vous allez prendre un produit dont tout le monde se fout, qui n'est pas du tout dans le zeitgeist, où il n'y a pas de demande, les gens ne le veulent pas. Donc vous pouvez jouer, on peut être têtu, mais globalement, vous allez vous battre avec le vent de face et le vent qui souffle très très fort. Après, vous avez les business un peu plus médium, où vous prenez quelque chose qui globalement fonctionne, mais voilà, on n'est pas trop dans la vague montante. Vous allez avoir un business qui tourne, peut-être rentable, mais vous allez quand même un petit peu galérer. Et vous avez enfin les gens qui prennent les vagues quand elles sont en train de monter, donc assez tôt, mais suffisamment tard quand même pour que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de proposer. C'est ce qu'a très bien fait Smashy Burger du coup en 2024. C'est ce que font les gens actuellement autour de la vague de l'IA. Clairement, 2026 maintenant, ceux qui se pètent sur ces thématiques-là forcément vont avoir le vent dans le dos. Ils vont pouvoir vraiment faire des grosses montées intéressantes. Donc voilà, validez quelque chose, répondez à un signal faible du marché qui, vous estimez, sera encore là dans 3, 5, 10 ans, aussi pour avoir le temps de capitaliser aussi sur tous les systèmes que vous allez créer, toutes les validations que vous allez faire, les tests que vous allez mettre en place aussi. C'est très important. Testez rapidement en MVP. Donc en physique, on a vu l'équivalent des dark kitchen. Donc, n'investissez pas trop d'argent trop tôt sur ce genre de business. Itérez, testez plusieurs produits, un petit peu comme une logique de dropshipper, on va dire, dans les années 2010. Et online, pareil, testez rapidement. Reprenez aussi les conseils d'Elliott au niveau de la publicité, notamment pour tester des angles, des offres, des produits. Soyez rapide sur ça, intense, et pas aliéné à un produit. Testez rapidement, trouvez des problèmes et répondez à des solutions. Ensuite, méga important, on revient à Paul Graham, le GOAT des start-upers. Do things that don't scale. Donc, on ne scale rien de manière automatisée, de manière processée, tant qu'on n'a pas validé à la mano des choses qui sont fondamentales. Exemple, parlez à vos 1000 premiers clients. Vous avez la chance d'avoir des gens, encore plus si vous êtes un business physique, mais même online en réalité, vous devez parler avec tous vos clients.
tous vos clients. Vous devez savoir voilà, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qui les a intéressés, c'est quoi leur enjeu, qu'est-ce qui serait une belle expérience avec vous, pourquoi ils ont commandé. Voilà. Posez toutes les questions qui correspondent à votre activité. Prenez des reviews. Vos 1000 premiers clients, vous devez avoir un taux de review de au moins 50%, c'est pas 75% et plus. Encore une fois, Smashy, rappelez-vous, 9000 reviews en 18 mois, là où les restos se battent avec 3, 4, 500 reviews. C'est game changer, ils récupèrent de la data, ils récupèrent du contenu gratuit, de la crédibilité, c'est à ne pas négliger. Et pour le coup, ils demandent à chaque client de mettre la review. C'est pas attendre que quelqu'un accepte de mettre une review, c'est dans le process. Il y a un moment dans la commande où on vous propose de mettre la review. Obsession qualité et process. Donc, comme avec les publicités, on a vu, itération permanente sur votre produit. C'est l'avantage d'avoir aussi qu'un seul produit, c'est que vous n'avez qu'un produit sur lequel vous concentrez. Vous pouvez itérer facilement. Documenter tous les process, du coup, tous les playbooks. Tout doit être écrit. Moi, je prends mon exemple, par exemple, pendant Fetch, du coup, on avait une notion d'ouverture de ville dans un business de food delivery, du coup, en équivalent de Deliveroo. Et du coup, moi, j'avais une obsession, c'était de créer mon playbook d'ouverture de ville et l'améliorer à chaque lancement de ville pour être plus efficient, plus efficace, plus rapide, etc. à chaque lancement et avoir du meilleur résultat. Et dernier point, sur ces business-là, ayez l'obsession de la marge aussi. Voilà, encore une fois, le CA, c'est bien pour valider voilà, que les gens sont prêts à payer, mais le business, à la fin, ça reste voilà, un business il vaut le coup de faire 5-10 ans. C'est un business avec des marges maîtrisées, des marges assez fortes sur lesquelles vous pouvez capitaliser ensuite. Une fois que vous avez fait ça et qu'on a bien validé, donc souvent ça va être après 6, 12, 18 mois, vous pouvez scaler de manière verticale. Là, notamment, si on reprend le cas des business physiques, donc ouverture de nouveaux points de vente, vous pouvez combiner ça avec de l'achat immobilier, par exemple, ce qu'a très bien fait McDo. Hein. D'ailleurs, souvent on dit McDo, c'est pas un business de vente de burgers, c'est pas un business de burgers, c'est un business d'immobilier et un business de franchise. C'est ça où le QG McDonald's gagne de l'argent, c'est pas avec le fait de vendre un Big Mac. C'est vraiment ces dimensions-là. Donc, vous pouvez verticalement scaler très très vite grâce à vos process, grâce à vos leviers potentiellement bancaires dans ce genre de domaine. Et ça vaut aussi dans le monde online, avec une capacité du coup de scale, notamment à travers les publicités. Pour conclure, du coup, donc si on récapitule les grandes forces de Smashy, du coup, ça a été une compréhension de leur marché, comme ils étaient déjà dessus, donc où en est le marché du burger, comment il évolue, qu'est-ce que veulent les gens, pourquoi ils veulent seulement un produit et pas 5 différents Smash Burgers. C'était très important. Une obsession énorme sur l'exécution, sur les playbooks, de ne pas voir le monoproduit comme un problème, comme une limite, mais comme l'opportunité au final pour aller beaucoup plus vite. Et quelque chose qui est du coup applicable à tous les secteurs si vous êtes capable de penser en playbook. Je pense que c'est ce qui est fondamental à comprendre avec cette étude de cas. C'est tous ces éléments. Elliot, j'avais une question pour reprendre, toi qui es dans le noir au moment où on se parle. Est-ce que tu as déjà eu une expérience similaire à l'étranger ou en France ou en restauration dans un autre secteur, toi qui bouge beaucoup aussi? Est-ce que tu as déjà eu ça à Londres ou là, à Hong Kong ou ailleurs? Ah oui, j'ai eu ça une fois en particulier, dont je me rappelle là, au Portugal, au Boom Festival. C'était la même chose, mais pour les pizzas. Et c'était vachement bien parce que ils faisaient des pizzas en continu. Et donc, il y avait, je sais pas, 5 pizzas en permanence qui étaient posées sur la table, quoi. Et quand tu veux commander, t'arrives et tu pointes du doigt. Il y avait pas de commande, quoi. C'était vraiment, tu prends ce qui est sous tes yeux et ce qui marche. Et donc, du moment où t'arrives devant le comptoir et le moment où tu repars avec ta pizza, pareil, il y avait 15 secondes, quoi. Et après, on pourrait faire toute une autre vidéo sur les process de festival parce que c'est hyper intéressant et c'est plus compliqué, quoi. Ils ont 40 000 personnes à gérer, l'arrivée, le déplacement, le truc. Enfin, c'est des gros flux, quoi. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Et est-ce que justement, cette étude de cas là, ça t'a trigger tu t'es dit, tiens, ce genre je pourrais lancer un business physique, processé, ou tu vois, une manière de t'approprier, on va dire, leur stratégie dans tes business, ou même dans un, toi, moi, par exemple, je me dis, j'aimerais bien lancer un business une chaîne de café, comme j'aime bien les coffee shops. Et du coup, pareil, moi, j'aimerais que ce soit hyper processé, tu vois, avec une proposition de valeur hyper claire, minimaliste en termes d'offres aussi. Est-ce que toi, ça te parle et comment tu te l'approprierais, que ce soit online ou dans un monde physique? Si, ouais, complètement. En fait, j'ai l'impression que si t'appliques tous les ingrédients que tu viens de dire après n'importe quel marché, t'arrives sur une offre unique. Après, est-ce qu'elle marcherait dans la culture, dans le pays, dans le machin, c'est différent. Mais tu peux vraiment te différencier, quoi. Moi, quand tu parlais, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai le cerveau un peu wired sur ce marché, mais en danse, par exemple, ou en skill physique, t'as
t'as personne qui sait se vendre, quoi. Mais en fait, tu écoutes les gens, ce qu'ils veulent concrètement la plupart du temps, en tout cas les movers, c'est apprendre un skill pour être stylé, quoi. Donc ils veulent apprendre tu vois, le backflip ou ils veulent apprendre ceci ou cela. Et t'as jamais un cours, tu vois, une offre précise à un tarif raisonnable pour apprendre tel truc, tu vois. Alors qu'en fait, ils feraient des mini stages et pas assez stages assez général, viens bouger, mais un stage très focus, tu vois. Viens apprendre le backflip, viens faire ceci à un prix raisonnable, avec un processus avec un système super simple à mettre en place, quoi. À mon avis, ça pourrait cartonner, quoi. Donc j'ai eu cette image-là en tête. Je me suis dit, si tu essaies d'appliquer bêtement ton protocole, quoi, à n'importe quel marché, tu tombes sur un truc de ouf. Après, en physique, ouais, ce serait intéressant. Ce serait intéressant de faire un truc un peu de street food comme ça, quoi. C'est vrai que moi, j'ai souvent la frustration avec la street food de devoir attendre longtemps, quoi. Et de devoir passer du temps à comprendre le menu, commander. Alors qu'en fait, je m'en fous, quoi. J'arrive, je veux juste que le produit, il arrive. Et C'est c'est vrai ça. que, Ouais, je crois que c'est un à pain part ce truc de énorme. pizza, donc effectivement, c'est vraiment unique, quoi, Smash Burger, parce qu'à part ce truc de pizza, moi, je crois que j'ai jamais vécu ce temps d'attente zéro qui est assez incroyable, quoi. Ouais. Et, ouais, Est-ce que ouais. tu avais des questions à avoir, des choses à creuser aussi, tu disais, par rapport à ce que j'ai mentionné? J'ai plein de questions. Euh, j'ai une question déjà par rapport à ce business model-là. Enfin, c'est une question ouverte, quoi, mais c'est, comment est-ce que, enfin, si moi j'étais entrepreneur de Smashy, j'aurais tendance à me demander comment j'augmente le panier moyen. Parce que sur un burger 5 euros, t'as la TVA à 21%, je sais pas, en Hongrie, enfin, tu dois pas faire beaucoup de marge, quoi. C'est peut-être 20 centimes, 50 centimes de marge net. Euh, la question, c'est peut-être comment est-ce que tu augmentes ton panier moyen dans ce cas-là, quoi, sans augmenter la complexité de distribution. Euh, je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Ouais, bah, le classique, déjà, à chaque fois que tu commandes, c'est du takeaway, donc les gens prennent frites et boissons. Donc, après, ils se posent chez eux ou ils vont dans le parc quand il fait bon. Donc en réalité, tu payes toujours entre 7 et 12 euros par personne, je dirais. T'as beaucoup de gens aussi qui prennent. Il y a aussi un truc, c'est que ça enlève de la friction en amont parce que le burger est pas cher, mais souvent, du coup, t'en prends deux. C'est un peu comme au McDo, tu vois. Tu vas prendre peut-être deux burgers des fois. Donc il y a un côté, en fait, le prix t'invite, en fait, comme tu vas comparer l'ancienne ère du coup des années 2010, qui coûtait 15 balles, tu dis, bon, bah, pour 5 balles, je vais en prendre deux, c'est moins cher toujours, tu vois. Et j'ai deux burgers. Et comme ils sont un peu plus petits, tu vois, tu te dis, comme ils sont écrasés, les smash burgers, tu te dis, ça va, en fait. Moi, souvent, j'en prends deux quand j'y vais. Donc, tu augmentes d'office le panier moyen. Alors, peut-être pas la marge sur chaque burger, mais le panier moyen, plus boissons et frites. Et surtout après, bah, une fois que tu as fait ce LTV qui augmente un petit peu, bah, après, ça va être via les process que tu vas aussi maîtriser ta marge, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être qu'il y aura un truc à hacker là-dessus aussi. Tu vas combiner ça avec un autre business qui gère très bien les upsells et avoir un truc qui marche encore mieux, quoi. Ah, c'est intéressant. Ouais, Et, ouais, alors je sais pas si ça rend mais ils ont fait une OP avec un restaurant de pizza récemment qui est pareil, assez connu à Budapest et qui est pas monoproduit, mais qui est très limité en termes d'offres aussi. Très, très, très focus. Et ils ont fait une espèce de battle. Qu'est-ce que vous préférez? Enfin, ils sont smart là-dessus. Mais ça augmente pas, en tout cas, là, c'est pas un sujet sur la LTV, ça. Mais c'était smart au niveau marketing. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. En fait, ouais, j'avais vu une vidéo sur Starbucks où effectivement ils avaient mis en place un système de fidélité où tu avais presque une carte bleue avec des points Starbucks. Et en fait, ça augmentait ta LTV, ta fidélité et tout. Euh, je me demande Ça, c'est comment un tu autre fais ça sujet qu'on avec. pourrait aborder. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Vas-y, ça. pardon. Mais potentiellement, ouais, si c'est pas enfin, si c'est l'optimiser sur ouais un temps plus long, quoi, sur la lifetime value, peut-être que t'as des mécanismes qu'on n'a pas en tête maintenant qui sont faciles à mettre en place pour des business physiques. Bon, ce sera le sujet de notre podcast du coup. Ouais. Mais Mais ça moi, amène la question de la durée de vie, ce genre de business, parce que je crois que tu l'avais mentionné par rapport au marché aussi. Est-ce que c'est le marché qui dure ou pas, quoi? ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, et justement par rapport au marché, t'as mentionné un truc très intéressant avec cette évolution, donc ne serait-ce que le burger, tacos, je sais pas, kebab, enfin, le fait qu'il y a toujours souvent une tendance qui vient renverser le truc qui était là précédemment. C'est tu disais ouais ok faut avoir un bon signal du moment et puis avoir des signaux faibles que ça va continuer. Mais comment est-ce que tu peux commit à une tendance si celle d'après peut te la miner? Tu vois, c'est un peu la question que je pourrais poser là, un peu comme la pub de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Quand tu lances une campagne, tu sais pas si ça va durer 8 jours de rentabilité ou 2 ans, tu vois.
Euh, En fait, j'ai l'impression eux, ils ont déjà compris, ils sont trop forts en fait, les gars-là. Ils ont remplacé par exemple le Simon Burger à côté de chez moi par un truc qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Wendy's. Non, c'est pas Wendy's. Enfin, je sais plus le nom, mais un truc de chicken, enfin des nuggets chicken, je sais pas quoi. Tu vois, je suis pas allé, mais ils ont changé, ils ont remplacé un de leurs anciens restos par un nouveau resto sur une nouvelle marque. Certainement qu'ils ont une émergence aussi peut-être du KFC moderne, et ils sont en train de lancer ça à Budapest là. Donc ils sont, en fait, ce qui est Ok. bien, c'est ils sont peut-être propriétaires de leur lieu où ils les louent, mais en tout cas, voilà, ils sont capables de pivoter sur leur propre resto et en ayant un branding qui est assez similaire et les mêmes process, du coup, les mêmes teams. Donc ils s'auto-remplacent en prenant la vague d'après. Et de toute façon, le burger, même si supposons que, je sais pas, entre 2028 et 2033, c'est plus le poulet, tu vois, les chicken nuggets, je sais pas quoi, que le burger qui marche. Bah, les gens commandent quand même des burgers, donc tu peux garder, tu peux jouer après avec ton parc immobilier, on va dire. Et du coup, tu vas jamais, c'est juste que leur travail à eux, c'est process, comprendre les trends, lancer, changer un petit peu les restos, du coup, qu'ils ont dans le parc. C'est hyper smart, en fait. Je me suis dit, quand ils ont changé le resto pour mettre leur propre nouveau resto, je trouvais ça génial. Ah, c'est clair. Ah, c'est aussi le truc de non réversible, quoi. Tu crées des assets qui sont exploitables et sans trop de Parce que, commit, en ayant toujours ouais, les assets qui sont transverses, quoi. Parce que eux, c'est ça qu'il faut dire, c'est vraiment, ils sont entrepreneurs, quoi. Ils sont pas mariés à un produit, ils cherchent juste les meilleures solutions par rapport à ce que veut le marché actuellement. Ouais, c'est clair. Et du coup, faut être agile, du coup, et pas avoir effectivement il faut pas se commit, effectivement, d'un point de vue capital, de manière irréversible, effectivement, sur une thématique. Il faut que les gens viennent pour la proposition ultime, en fait, de Smashy, c'est pas le fait qu'ils vendent un burger, c'est le fait qu'ils vendent un seul produit et que t'attends pas. Aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et ensuite, c'est pour ça qu'ils développent le truc enfin, qui est transverse, quoi. Ah, c'est une très bonne leçon business, ça, c'est clair. C'est clair. Et moi, j'avais un dernier truc, moi, que j'avais noté. C'était, en fait, deux derniers trucs. Déjà, un, sur le côté de la vitesse de la réception de la commande qui est incroyable. Effectivement, c'est l'effet là, waouh, quoi. Et, euh, et justement, en fait, enfin, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer à une offre de service? Parce que c'est vrai qu'en fait, les offres de service souvent sont très optimisées en termes d'offres. C'est-à-dire que c'est une offre à tiroir, t'as tout, t'as des garanties, machin. Mais ça prend une plombe, en fait, à délivrer. Et dans quelle mesure, en fait, les gens préféraient payer un truc beaucoup moins cher, ou moins cher, euh, mais qui va beaucoup plus vite. Alors, en une semaine, ton truc, il est bouclé. Parce que la vitesse, on la voit assez rarement, tu sais, dans les promesses, à part la perte de poids, etc. Mais en fait, c'est peut-être un truc que les gens recherchent, quoi. Et je me suis dit, en fait, tu suroptimises ton process, tu baisses tes coûts, et ça te permet de scaler. Enfin, c'est peut-être un truc intéressant à essayer de mettre dans son offre, quoi. Ouais, bah, tu prends, regarde, imaginons qu'on accompagnerait des gens seulement à créer leur offre. Ils sont entrepreneurs, ils veulent créer leur offre et ouais, on va faire un coaching individuel ou collectif. Et on va, en gros, ça va nous prendre 2, 3 mois, tu vois, avec des calls toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour arriver à faire l'offre. Bah, toi qui le fais bien en ce moment, tu vois, en jouant avec les API, faire des API autour de l'IA, enfin, grâce à l'IA, tu crées une app où, en fait, tu mets ton knowledge et en fait, la proposition de valeur, c'est ton offre avant ce soir, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et tu le fais passer jusqu'à la personne, elle doit se commit à passer toutes les étapes en 12 heures, quoi, on va dire. C'est en une journée pour créer ton offre et tu fais le process en. Et du coup, la proposition de valeur, c'est hyper fort. C'est que ce soir, il a son offre, quoi. Tu dis, bah, t'achètes c'est un one-time payment. La promesse, c'est ce soir, tu auras ton offre en temps de temps. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais il y a un truc comme ça, compression du temps, comme ça, à travers la techno. Et avec, du coup, une notion de quick win. Putain, je suis passé de j'ai jamais créé mon offre à j'ai créé mon offre en une journée, quoi. En étant Ouais, c'est accompagné clair. par une tech qui est basée sur nos connaissances. Ouais, c'est clair. Ça peut être une manière de disrupter le marché, quoi. Enfin, de faire une nouvelle proposition, en tout cas. Ah, ouais, qui est pas forcément comment dire, notre modèle mental de réflexion habituel, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Et dernier truc, du coup, premier, c'était l'image du food court. Quand tu l'as dit, ça m'avait fait penser à, effectivement, quand tu cherches bon, tu peux avoir ton scale vertical, du coup, tu t'exposes la même offre à plus de personnes, bon, en l'occurrence pour le business physique, en faisant plus de restos, etc. Mais quand tu veux faire du scale horizontal, donc trouver d'autres verticales, etc., t'as un peu cette idée de proposer à une même cible plusieurs offres pour lui répondre, mais des offres différentes, ou avoir une même offre,
que tu proposes à différentes cibles. Par exemple, si on prend la prise de notes, je pourrais avoir une méthode pour les étudiants, pour les créateurs, pour les entrepreneurs, pour plein de cibles différents, mais la même offre, où je pourrais avoir pour les créateurs une offre sur la vente, une offre sur l'offre, une offre sur... Et globalement, les deux sont pas très interchangeables, quoi. T'as des avantages aux deux, mais ce que ça m'a fait me penser, c'est quand t'es dans un business ultra process, etc., comme ça, en fait, potentiellement, enfin, comme là, le pivot sur le truc de Chicken Wings, ça peut devenir intéressant, ou encore plus intéressant, quoi, de faire le scale où justement tu proposes euh, plein d'offres différentes, quoi. Alors que d'habitude, c'est pas forcément le truc le plus rentable, quoi. Voilà, c'était une observation. Ah, je suis d'accord, ouais, c'est vrai que c'est intéressant dans le cadre de ta formation sur la prise de notes, effectivement, de verticaliser parce que tu avais commencé à faire aussi, effectivement, sur les typologies de personnes. Et après, sinon, il y a une autre façon. Tu vois, moi, je vois les gens qui créent des empires dans la restauration, typiquement, notamment ceux qui sont très forts en rachat en franchise. C'est qu'ils créent. En fait, ils utilisent le fait que chaque franchise a quand même un positionnement très fort, une brand très forte, et après, ils stackent les franchises les unes au-dessus des autres, et ils se retrouvent après avec 15 McDo, 10 KFC, 7 Burger King. Tu vois, il y avait des mecs comme ça en France, par exemple, qui ont créé des empires. Ouais, c'est clair. Et ils ont des dizaines, voire des centaines de franchises, quoi. Donc c'est un autre business. Après, c'est un business de rachat. C'est pas par l'offre, c'est plus par la compréhension, on va dire, de financière un peu de comment je structure ça. Ça me fait penser à Cody Sanchez aux US aussi, avec le côté de racheter des boring business, comme elle dit. T'achètes des machines à laver, enfin un truc de machines à laver, des trucs comme ça. C'est encore autre chose. Mais non, en tout cas, je suis d'accord sur ton point, effectivement, sur la verticalisation horizontalité via la cible, du coup. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Enfin, non, du coup, la cible, tu pourrais dire, t'aurais genre Big Fernand pour le premium, Smashy pour le bas de gamme et tout. Mais tu peux changer de produit très facilement, quoi. En adressant une cible similaire qui veut un truc rapide, quoi. Mais si tu capitalises vraiment sur tes process, alors que n'importe quel restaurateur, tu lui dirais, mais va pas faire du burger, du chicken wings, de la salade en même temps. Enfin, c'est trois business différents, quoi. Et puis tu pourrais avoir des économies d'échelle autrement. Mais en fait, quand ton avantage, c'est les process, tu peux avoir de l'avantage à faire ça, quoi. Enfin, ouais, donc oui, ouais. En tout cas, c'est intéressant. Écoute, JC, merci pour ton analyse. Je me permets de préciser que si vous voulez, mesdames et messieurs, retrouver un récapitulatif donc, de tout ce que JC a dit et pour reprendre les modèles mentaux pour votre business, vous pouvez avoir le résumé en cliquant donc, sur le lien qui accompagne le podcast. Et je te propose, JC, de conclure ce podcast en tu nous partages brièvement en nous décrivant pourquoi ça te parle, ta lecture du moment, et puis on fera ensuite la recommandation du moment. Alors, lecture du moment, j'en lis plusieurs, mais j'ai décidé de présenter Stand the Fuck Out de Louis Grenier, qui est un livre de marketing. Louis Grenier, donc un marketeur français qui publie en anglais depuis toujours, en fait, depuis qu'il crée du contenu. Et je trouvais ce livre hyper intéressant et très parlant, je pense, pour notre cible, du coup, qu'on a sur Perspective, les gens qu'on peut attirer dans l'académie notamment. Puisque c'est un livre qui est très méthodique dans son approche et qui en même temps met en action les gens. Donc vraiment, c'est l'idée de, sur des marchés saturés, donc on en a parlé tout à l'heure par rapport à la problématique de la publicité, comment je m'extrais du lot en développant un vrai point de vue, creuser les vrais insights en fait, avec une méthodologie vraiment béton, développer un ennemi de manière non caricaturale aussi et rallier les gens à sa cause à travers un ennemi bien designé. Comment développer ce qu'il appelle des spices, du coup des choses qui vont encore plus, on va dire, donner envie aux gens de nous suivre. Donc je trouve vraiment génial le bouquin. Ça m'intéresse, je le lis parce qu'en ce moment, on travaille aussi sur de nouvelles offres, Elliot et moi. Donc ça me permet aussi d'avoir des nouvelles manières un peu de penser la construction d'offres et sortir un peu la logique hormosienne, effectivement, que tout le monde utilise depuis 3 ans. Donc très recommandé pour toute personne qui aime le côté un peu intellectuel du business marketing et en même temps qui veut quelqu'un qui est quand même très pragmatique, qui pousse quand même à mettre en action son plan. C'est pas que de l'intellectualisme pour rien. Donc voilà pour ma lecture du moment. Génial, ok. Stand the Fuck Out de Louis Grenier. Et pour ma part, le livre du jour, c'est The Gate to China.
Donc étant à Hong Kong, emménageant à Hong Kong là, ces jours-ci, euh, je voulais avoir un peu plus de contexte historique. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que de plus en plus, je pense que euh, les médias changent leur regard sur la Chine en disant mais en fait c'est incroyable, on pensait qu'ils surveillaient tout le monde, c'est une dictature, le truc en fait c'est incroyable, c'est le futur, ils sont en avance sur nous dans absolument tous les domaines, ils vont dominer le monde. Mais du coup c'est hyper intéressant d'avoir le recul historique euh, à tout niveau de leur histoire pour comprendre pourquoi ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, d'où vient leur motivation et d'où vient leur efficience quoi. Donc livre super intéressant qui a aussi un focus sur Hong Kong. Si ça vous intéresse, The Gate to China, assez long, mais très, très bon livre, journalistique et en même temps euh, bien avec une belle narration. Quoi. Voilà. Et au niveau de la recommandation du moment, je commence cette fois-ci. Ma recommandation du moment, c'est d'utiliser Claude Code dans Obsidian. C'est un petit hack. Je vais faire une vidéo dessus là. Je pense avant que ce podcast sorte, donc vous pourrez aller la voir si vous voulez. Et l'idée, c'est d'utiliser systématiquement Claude. Donc avec sa version Cloud Code, qui a donc accès à tous vos fichiers sur votre ordinateur et qui peut faire des choses, prendre des actions, et qui a globalement une meilleure réflexion, plus de mémoire, etc. Euh, et l'utiliser à l'intérieur de vos notes, comme ça, Claude a un contexte absolument complet sur tous vos projets. Donc moi, je prends les notes sur tout, et donc j'ai des contextes sur tous mes projets et même tous les domaines de réflexion dans lesquels je navigue. Et donc quand je pose une question à Claude ou je lui demande de faire quelque chose, j'ai jamais besoin de lui redonner manuellement le contexte. Il va chercher le contexte, il a tout le contexte et il peut mettre à jour le contexte lui-même dans mes notes. Et donc c'est pour moi absolument game changer. Euh, voilà. Donc je vous recommande vraiment de le faire et de tester ce process. Ça peut vraiment tout changer. Voilà. Et toi, je sais quelle est ta recommandation du moment? Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je trouve Mathieu Stéphanie, c'est celui qui m'a inspiré de le présenter comme ça ce livre, quoi. C'est parce qu'il est là. Oh, mais la Chine, c'est incroyable et tout. Il regarde à droite à gauche, etc. Mais ouais, il y a peu de compréhension de pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qui se passe dans sa vidéo qui dure 1h30, tu vois. Et donc, t'as envie de lui dire, bon, bah, tu vois, regarde, quoi, du coup. Ouais. Génial. Merci JC pour cette reco. Donc, pour les prochains épisodes, on conclura ce format avec vos questions. Donc, c'est donc pour ce premier épisode, comme on n'a pas encore vos questions, une invitation pour vous. Mettez en commentaire les questions que vous voudriez bien nous poser. Ça peut être en rapport au sujet qu'on traite aujourd'hui, mais aussi plus globalement.
Si vous avez des questions que vous posez et auxquelles on pourrait répondre, n'hésitez pas sur nous, sur vous, sur vos problèmes, sur nos problèmes, sur notre vie, ce que vous voulez. Et on les traitera dans les prochains épisodes. Et donc, n'ayant pas de questions aujourd'hui, je te propose ici de conclure ce podcast. Merci beaucoup pour ton grand dossier sur les smash burgers et tes recommandations. Et on se dit, eh bien, à dans 2 semaines pour une prochaine session d'enregistrement. Ouais, très vite, Elliot. Salut tout le monde.